bonsoir à tous. Merci d'être venus en effet en grand nombre au travers de mon équipe. Il faut savoir que Patrick m'avait précisé que pour la bière, on serait peut-être que 2-3, parce que je vois que ça va me coûter un peu plus cher pour ce soir. Honnêtement, c'était un dry run qu'on m'a demandé pour mon job, parce que dès qu'il y a quelque chose qui me fait peur, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et la démystification au travers du sujet, évidemment, on va parler de soi, entre l'encodage, le hachage, l'encryptage et l'offuscage. C'est évidemment quelque chose qui... Ok. qui en l'occurrence a énormément de problématiques d'anglicisme, énormément de problématiques de positionnement de vocabulaire aussi, de compréhension en même temps. Beaucoup de gens confondent à tort et à travers à cause en effet aussi d'erreurs de langage et parfois d'erreurs techniques en même temps. Donc c'est pas du tout pour essayer de refaire de la cryptologie au sens large du terme. D'ailleurs, la cryptologie n'est que sur la partie encrypting, même si on se sert du reste ailleurs, mais c'est vraiment de faire une différenciation là-dessus. On ne rentrera pas non plus, et là, c'est pour ça que je n'ai pas fait de sommaire, vu que le sommaire il est sur les 4 sujets. Par contre, on va voir et on ne va pas voir. On n'ira pas voir non plus, évidemment, et je ne vais pas vous faire le coup d'aller voir des systèmes mathématiques. Je voudrais évidemment éviter de le remettre au travers informatique, surtout, même s'il y en a besoin malheureusement. Je ne suis pas docteur en maths, et pourtant Dieu sait qu'il malheureusement il en faut. Ça c'est loin s'en faut. Et vous verrez qu'en même temps ça se cascade. C'est-à-dire, si je l'ai fait dans cet ordre-là, c'est pas pour rien. L'encodage est utilisé aussi pour le hachage. Le hachage est utilisé pour l'encryptage et l'encryptage peut être utilisé pour l'offuscation, sachant que l'offuscation peut embarquer et mettre en enveloppe l'intégralité des 3 autres domaines qui sont en amont. Donc c'est d'essayer de vous faire un palliatif un peu global et une présentation, une vue complète un petit peu des différents domaines. On rentrera peut-être dans des sujets un tout petit peu plus précis, mais chaque sujet nécessiterait presque des présentations dans des points ou des ateliers de 2 ou 3 heures chacune, des fois, donc c'est pas le but du jeu, là, on est vraiment dans un débat de présentation complet. Vous verrez pourquoi en même temps, tout à l'heure, comme je cumule un certain nombre de choses entre les différents sujets, dans les démos, il y a quelques démos, il y a une démo de collision, je vais montrer, je vais expliquer ce que c'est. Il y a évidemment au travers de ça l'explication, on va dire, de certains effets d'encryptage qui en fait on n'a pas réinventé la poudre depuis Kaiser. Donc c'est simplement qu'on a accéléré les choses, qu'on a changé la façon de le faire, que la technicité et les machines à aujourd'hui vont plus vite pour le faire, et ce qui permet évidemment de cumuler la complexité. Alors tout compte fait, l'encryptage est quand même très complexe, la crypto-analyse est très complexe en soi. Mais là, évidemment, ils ont, grâce aux machines et grâce au PC, le faire. Donc, en gros, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de voir. Soyez indulgents sur éventuellement la démo ou sur le point. Je vais essayer de savoir s'il saura plus vous plaire ce soir. On va démarrer. Évidemment, le grand-papa de la crypto est évidemment patenté d'un des derniers algorithmes en date. Je vais faire un petit peu d'historique, mais très rapide d'ailleurs, parce que c'est un peu ma petite déviance. Je fais beaucoup des fois un peu trop de mise en contexte et d'historique. Je vais essayer de la raccourcir un peu aujourd'hui. Mais Bruce Scheiner étant le père de la cryptologie, en tout cas pour moi c'est le seul qui raconte le moins de bêtises, en tout cas sur la planète dans ce domaine. Comme vous pouvez le constater évidemment, si vous pensez que la technologie vous résout vos problèmes de sécurité, c'est soit vous n'avez pas compris vos problèmes, ou soit vous n'avez pas compris évidemment la technologie. Il est très clair que tout est déceable. Prenez en compte que tout ce que je vais vous raconter est fait par l'homme. Si c'est fait par l'homme, c'est décevable. Il n'y a rien de divin. C'est juste après une notion de temps. La notion de cryptage au sens large n'est qu'une notion de temps. C'est combien de temps vous allez faire. Vous ne volez pas une banque à aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas le faire en 10 minutes. Mais si vous pouviez le faire en 10 minutes, tout le monde pourrait évidemment se permettre de le gérer. C'est qu'une notion de temps, mais tout est, entre guillemets, évidemment, malheureusement, attaquable et craquable. On fera un exemple tout à l'heure au travers du hashing, au-delà de la collision. Vous verrez, il y a aussi un petit exercice au niveau des attaques. C'est assez drôle à ce niveau-là. Pour cette partie-là, pour ceux qui ont assisté à la RCE, ils vont peut-être s'en rappeler et faire, mais ça joue aussi autant pour le reverse que pour, et encore pire, pour la partie en codage. Donc notez ce petit nom, on en reparlera à la fin.
à ce niveau-là. Voilà. Juste un dernier point aussi, comme je vous ai dit que c'était pour pas faire de pléonasme dans les vocabulaires, dans les problématiques, toute la présentation est en anglais. En même temps parce que voilà, on va aussi partager par la suite, mais vous comprendrez pour quelle raison j'insiste, parce qu'il y a des mots qui sont entre guillemets pour ma part pas traductables, ou en tout cas difficiles à faire un pléonasme en français à ce niveau-là. Voilà, très rapidement, je me présente, marié depuis 21 ans, papa, aussi français mais en mieux. J'ai rajouté aussi en fait, je suis un monsieur parce que je reste en fait. Les meilleurs français repartent chez nous. Mais voilà. Je suis au Hackfest depuis 2013, à Québec depuis 5 ans. Je travaille sur ma plateforme au style de Phoenix, ici, qu'on retrouve au Hackfest. Ce sera la 3e année. Va avoir une nouvelle version assez sévère cette année d'ailleurs, avec évidemment un petit Golgoth et des choses qui vont évidemment arriver. Et puis toute l'infra est sur Azure, et à l'intérieur il y aura aussi des pulses, des reverses, des cracks, donc il y a tous les faits des cracks et des reverses faits qui étaient faits au Hayak. Et en même temps la Russian Doll. Les Russian Doll sont les poupées russes, c'est-à-dire en fait en Stegano ou en d'autres systèmes de pouvoir et d'avoir la possibilité, on en parle en même temps hein, pour l'encodage et autres, de pouvoir cacher des choses qui, vous croyez que c'est une image, mais est-ce que c'est qu'une image ou est-ce que c'est qu'un fichier PDF, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la toolbox qu'on avait fait au niveau de la RCE, elle se retrouvera aussi au FS. Enthousiaste évidemment de la sécurité, je suis que sous l'environnement Windows, j'ai pris un parti pris à un moment donné, je suis trop vieux pour repartir sur Linux, tant pis pour moi. Mais bon, comme vous attaquez tous avec vos Linux, le système Windows, je trouve qu'il faut apprendre à chasser sur le meilleur terrain. Donc je vous invite vraiment de temps en temps à en installer un quand même et à vérifier que, bon, il y a des choses évidemment qu'on ne peut faire que si on connaît bien son terrain de chasse. Pour la partie pro, je suis architecte organique dev senior à CGI, je suis en mandat à Industriel Alliance depuis 2 ans à aujourd'hui. Maintenant, le contexte. Le contexte et l'historique à aujourd'hui, je n'ai pas voulu en faire des tonnes. Dans le Lotus Bleu, dans Tintin, vous avez déjà une sorte d'anagramme qui est fait et une permutation de texte que Tintin doit résoudre pour le gérer. Ça fait partie déjà d'un premier système de la crypto-analysis, comme on l'appelle. Pourquoi je vous sors évidemment tout ça? Parce qu'en fait, sans eux, on n'en serait pas là et vous ne seriez pas là aujourd'hui, autant pour la partie informatique que pour la partie d'ailleurs cryptage et sécurité au sens large. Ada Lovelace, je ne sais pas s'il y a des dames ce soir avec nous, mais si c'est le cas, c'est grâce à elle qu'elle a fait la première, on va dire, algorithme numérique, et la première qui a généré grâce aux appareils de base de gérer le premier programme informatique. Donc c'est quand même grâce à ça qu'on en est tous là, sachant que derrière, avec Alan Turing, évidemment, Enigma, que vous voyez là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été le plus gros passage, évidemment, de la partie de chiffrement, puisque c'est ce qui permettait de chiffrer l'armée allemande. Il y a eu 2 versions dans l'armée allemande. Et c'est la machine de Turing qui a permis, évidemment, d'essayer de déchiffrer ce point-là. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça, c'était son prototype qu'il avait du mal à Berkeley à le gérer, puisque lui était resté en Angleterre. Ça, c'est le prototype final pour quand on a réussi, évidemment, à tout dégager. C'est encore, en effet, dans un certain nombre de musées à Berkeley, ils l'ont géré. C'est grâce à lui, évidemment, que ça a pu être cassé, qu'on a pu faire le débarquement du 6 juin, d'ailleurs, en l'occurrence, pour envoyer des fausses informations aux Allemands, pour faire croire que ce qu'ils avaient envoyé était réel. On avait déjà un man on the middle, nouvelle, ancienne génération. Mais sans ces gens-là, évidemment, ça ne pouvait pas se faire. Et voilà pourquoi. Donc évidemment, avant ça, on pourrait éventuellement dire Kaiser, puisque les Grecs avaient déjà inventé la partie, on va dire, normalement de système de permutation. Donc on est bien dans du cryptage et non dans de l'encodage. Donc là, on le verra tout à l'heure d'ailleurs que pour l'encryptage, il faut évidemment soit des SBOX, des systèmes de permutation ou des systèmes de substitution. Et donc, ça n'a rien changé, on cherche toujours le même débat, c'est qu'on démarre un ROT 13, c'est une rotation de dire que votre première lettre n'est pas A mais M, et à partir de là, votre texte va tourner avec des rounds pour dire que M correspond à tant, que G correspond à ceci, que ainsi de suite correspond à cela. Si vous ne savez pas sur lequel vous allez démarrer, il est évidemment ce qu'on appelle le C-shift of in, la partie du contour à gauche, c'est aussi la même chose. Donc ça date
l'époque de grec, mais on va dire que la nouvelle génération est arrivée dans les années, évidemment, de la Deuxième Guerre, et après dans les années 50 jusqu'à 70, à ce niveau-là. Toujours dans le même contexte, si on passe évidemment après à la mode Deuxième Guerre mondiale et à la mode Matrix, on peut évidemment rester à Alice au Pays des Merveilles et ou continuer à avoir des lapins blancs. Le but du jeu, évidemment, de préciser, si on veut rentrer dans le vrai monde ou dans le faux monde, c'est de se croire en sécurité à chaque fois. On n'y est pas, pour diverses raisons et variées, parce que mathématiquement, et nos machines à aujourd'hui ont aussi, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une notion de temps. Il y a aussi tout un effet de time to market autour de tout ça. Donc le time to market fait qu'il y a des gens qui n'intègrent pas des intégrités de data ou des intégrités de chiffrement pour justement permettre que les replay attaques se fassent pas, qu'un certain nombre de choses puissent pas se faire. Mais là aujourd'hui, malheureusement, on le voit dans les pentests, on le voit dans les hacks au niveau de tout ce que vous avez pu lire sur l'actualité depuis ces derniers mois et ces dernières années d'ailleurs. Donc évidemment, il est certain que vous prenez un hash croyant que c'est de l'encryptage, ou vous encodez en pensant que vous offusquez, que c'est crypté, bref, enfin je veux dire, une mauvaise utilisation aussi d'un algorithme utilisé au bon endroit dans un bon contexte peut vous coûter cher, évidemment, par rapport à ça. Donc ça, c'est important d'être certain que, comme pour le développement, il faut obligatoirement se remettre dans un contexte bien précis, savoir et comment vous vivez avec votre risque, de quel risque on parle, est-ce que les données sont critiques, de quelle manière, est-ce qu'on parle de transport évidemment chiffré, oui, on a les fameux l'ES du HTTP qui jouent sur des protocoles, puisque c'est souvent des protocoles qu'on parle, mais il faut être sûr et certain que la partie ensuite de chiffrement, on verra qu'il y a différents moyens, enfin il n'y en a que deux par défaut, c'est par bloc ou par flow. Et par bloc ou par flow, on peut aussi les cumuler, mais si là on prend les mauvais points, ça pourrait éventuellement coûter cher, parce qu'il y en a qui sont évidemment plus craquables que d'autres, ou plus exploitables que d'autres avec du temps, et surtout avec les machines actuelles. Donc, je vous rappelle, évidemment, que le cloud aujourd'hui, évidemment, accélère le mouvement, puisqu'on peut avoir des machines, la plus grosse de ces Azure est une G8, la G8D2, c'est 48 cœurs, 512 mégas de RAM et un disque en RAID 0 SSD 500 GB. Ça vous craque en H4 avec un word list, un mot de passe de 12 caractères en moins d'une heure. Donc à $80 le truc, ça vaut le coup de faire attention. Bon. Quand je vous dis que les mots de passe aujourd'hui, que ça soit ECW, fait aussi Amazon fait aussi la même chose avec ses ECW2. D'ailleurs, H4 a même créé OCL H4 pour créer et utiliser que les GPU. Et maintenant, on a les services batch. Donc les services batch permettraient de démultiplier juste des petits calculs comme à la SETI Atom, là, pour écouter les extraterrestres, mais on décuple évidemment du CPU de chacun. Donc imaginez évidemment une grosse machine comme ça en une heure, mais imaginez, je sais pas moi, 6 millions de PC connectés et interconnectés, ou un batch à la Azure avec ce genre de machine multiplié par 100. Vous imaginez ce que ça marche, sachant que les wordlists sur John the Ripper arrivent à fonctionner en clustering maintenant, donc on est capable de piloter autant de machines que l'on. Donc vos mots de passe au-dessus de 12 caractères minima pour le faire. Alors, on attaque la partie encoding. La partie encoding, comme on précise et on le dit malheureusement pas assez, ça ne sert qu'à transformer du data pour permettre justement, proprement, même évidemment safement, on va dire en sécurité, de le consommer au travers de différents systèmes, types systèmes. C'est-à-dire que le but du jeu, au travers du point, je prends simplement votre logiciel de mail. Dans votre mail, évidemment, vous tapez votre mail. Il y a tout un débat qui se fait en arrière. Pour certains, vous avez dû déjà sûrement creuser les affaires. Il y a aussi un header, il y a aussi un request, et des protocoles et compagnie. Mais derrière tout ça, il y a de l'encodage qui est fait. Donc l'encodage utilisé la plupart du temps, c'est du MIME. C'est basé sur un encodage base 64. Il en existe plein des bases. Il y a la base 2, au-delà des bases, évidemment, de bases mathématiques, mais même en termes de base classique utilisée pour le texte et l'encodage, il y a base 32, base 36, base 64, base 85, la moins connue aujourd'hui, on en reviendra après, la ASCII 85, qui est utilisée la plupart du temps, d'ailleurs je le note ici, dans les PDF, et Adobe a utilisé en fait cet encodage pour réduire évidemment le truc, mais c'est parce que c'est codé sur 4 bits, donc c'est beaucoup plus pratique, parce que c'est un peu plus gros justement au travers de l'encodage. Alors, à quoi ça sert l'encodage? En fait, c'est juste l'encodage de
Est-ce qu'un Chinois peut parler avec un Anglais peut parler avec un Français? De quelle manière on va évidemment encoder la partie du texte qui lui-même est reposée sur de l'ASCII, donc l'American Standard Character Interface Interchange, qui lui-même est généré avec une liste de de tous les caractères de 0 à 128, et au-delà de 128 pour les caractères extended. Donc, à partir de là, il va bien falloir les mettre en binaire, et à partir de là aussi, selon le caractère que le pays doit utiliser ou la notion du code page, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps sous Windows, du code page qui est utilisé, est-ce que vous êtes en Windows 1252, est-ce que vous êtes en Unicode, pour essayer d'accélérer à dire est-ce que je peux mettre plus de caractères dans ma partie de bits à ce niveau-là, au niveau de l'encodage binaire du système. Je ne vais pas rentrer trop loin dans l'affaire, mais le but il est de se dire que vous avez dû sûrement entendre UTF-16, UTF-8, Unicode, UTF-8 BOM, tout ça a des notions, je vous invite évidemment à les voir, mais c'est simplement, et il n'y a rien de secret en tant que tel, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de chiffrement, c'est simplement pour savoir comment un système va évidemment travailler pour aller dire, bah, écoute, moi, je suis un Chinois, il faut bien que je t'envoie un mail et autres, il va bien falloir que tu le récupères de ton côté, que tu le décodes d'une certaine manière. Pour ça aussi que vous avez les codes pages dans Windows. C'est pour ça aussi que les fontes, la plupart du temps, les polices de caractères sont aussi encodées de cette manière. Pour ça que vous avez aussi des répertoires dans Windows, en l'occurrence. Sous Linux, je crois que c'est à peu près la même chose, mais c'est une norme internationale avec le 0.33 pour la France ou le 0.28 pour l'américain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez différentes de façons de comment le système se gère. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien obligés de gérer, évidemment, toute la partie, non, c'est 0.36 pour l'américain, pour toute la partie, évidemment, d'encodage au travers des pays, mais au travers des systèmes aussi. Je veux dire, simplement une base de données à une autre. L'ODBC, l'Object Data Embedding, c'est aussi pour faire du mapping entre une base de données qui ne se comprend pas et une autre base de données. C'est aussi une sorte d'encodage. Maintenant, l'encodage au travers de l'internationalisation, ce que vous avez peut-être déjà vu, c'est I18N ou L8N ou G12N, c'est en fait les lettres qui sont entre les deux premières. Donc internationalisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir internationaliser votre logiciel ou votre web ou votre site. De la même manière que pour la localisation, où là on serait sur le pays, éventuellement, comme le Canada qui a deux langues, hein, avec le Québec et les autres provinces. Tout ça permet, et le but ultime en fait de tout ça, c'est qu'on ne garde pas une information secrète évidemment, il n'y a pas de clé de sauvegarder, c'est simplement pour consommer, tout est connu publiquement, la plupart du temps c'est des RFC pour le coup, la plupart du temps aussi les algorithmes évidemment sont connus, parce que sinon les systèmes ne pourraient pas s'auto-gérer, donc on est vraiment dans l'encodage en tant que tel, même au niveau des URL. Les encodages HTML, quand vous voyez des U, des dollars ou des pourcentages 20 qui correspondent à l'espace ou au cadre, il va bien falloir évidemment que tous ces aspects de motorisation ou de parseur qui sont derrière soient capables de l'utiliser. Donc il n'y a rien de secret, mais c'est ça la notion d'encodage. En fait, c'est pour ça que l'encoding en anglais, l'encodage en français, on pourrait penser, en vulgarisant un peu le truc, de dire « ah ben j'encode évidemment quelque chose pour dire éventuellement que j'encrypte ou je chiffre quelque chose. » Non, l'encodage, si on parle vraiment d'encodage dans l'esprit de ce qu'a fait Apple, Windows et compagnie, c'est vraiment sur une notion de transfert des systèmes et comment les systèmes interconnectés arrivent à se véhiculer du caractère et à se véhiculer évidemment les différentes langues, les différents formats de fichiers et ainsi de suite pour le faire. Évidemment là-dessus, vous avez le ASCII, l'Unicode, les URL encoding, les bases 64 qu'on utilise évidemment pour une grosse partie là-dessus. Donc tout ça, évidemment, est retransformé en byte. Hein. Vous êtes bien obligé de toute façon de partir sur un byte. Ce byte, évidemment, doit être donné, souvent quand on déclare évidemment un byte, on le déclare avec un type d'encodage. Ce type d'encodage, si vous faites un MD5 avec un encodage UTF-16 ou un encodage UTF-8, vous ne trouverez pas la même chose. Ou un Unicode, parce que déjà le byte est plus long pour l'un et plus petit pour l'autre, ainsi de suite. Si vous utilisez évidemment un système d'encodage avant même de mettre un hash dessus, pareil aussi, le hash, vu que là on est en entropie fort, l'intégrité du hash sera aussi transformée, donc c'est pour ça que ça se cumule entre les deux. Et quand, par exemple, des serveurs doivent se discuter avec des requests sur des web services et compagnie, peu importe comment on les appelle, si l'encodage au travers d'un hashmap, on verra tout à l'heure ce que c'est un hashmap, mais
ou d'une notion de discussion entre deux serveurs, si on ne se met pas d'accord sur le format de la date, est-ce qu'on est en UTC, ça aussi c'est d'informage encoding, et sur le format du encodage de ce qu'on va utiliser, on ne va pas pouvoir évidemment se connecter, se communiquer ensemble à ce niveau-là, parce qu'il y a des choses qui vont évidemment, surtout si vous cryptez ou vous hachez à côté, il va y avoir des choses qui ne vont pas être lisibles. Voilà, donc pour la partie encoding, il n'y a pas plus ou moins. Je vous invite évidemment à changer vos statuts. Vous les avez d'ailleurs dans les navigateurs. Vous pouvez changer les différents types d'encodage et de code page. Vous pouvez d'ailleurs enlever le CSS, toute la partie, vous verrez le code page apparaître à ce niveau-là. Windows propose la même chose, Linux propose la même chose. Je veux dire, on vit tous avec, mais c'est tellement presque intuitif qu'on en a oublié de pourquoi il en a été là, et des fois, ah, fait chier, j'ai un hiéroglyphe, un copyright à la place d'un truc, ou un pourcent truc machin à la place de quelque chose. Il y a des caractères chinois, des coréens, aussi, par exemple. Donc là, pour le coup, il faudra demander d'installer l'encodage au niveau du serveur pour justement qu'il puisse générer, comme pour les fontes, hein, d'ailleurs, c'est la même chose. Vous n'avez pas les fontes adéquates, il ne pourra pas évidemment se pointer sur la bonne police. Donc ça, c'est important. Maintenant, on arrive à l'autre stade qui est un peu plus gros, là, pour le coup. Puisque l'encoding était un peu plus tranquille là-dessus, le hashing. Alors là, le hashing, le pauvre vieux, il s'est fait galvauder dans tous les sens, avec évidemment l'encryptage par défaut. Là. Le hashing, la seule et unique et importante chose à savoir du hash, c'est son système d'être. Peu importe ce que vous lui donnez, un texte de 36 millions de caractères, je dis des bêtises, j'abuse. Mais un texte de 300 caractères ou un texte de 30 caractères, il va vous faire une clé, selon le hash que vous allez faire, on va en parler après coup, mais il va vous faire une clé fixe, avec une taille fixe, et qui soit irréversible et immuable. C'est une seule fois et vous ne pouvez pas le reverser. Donc, tant que vous n'aurez pas le message d'origine, vous ne pourrez pas récupérer ce hash, c'est bien là le problème, qui fait que ça gère l'intégrité, et ça gère en même temps le fait qu'il soit incraquable à aujourd'hui, puisqu'un hash, ça ne peut pas être craqué. Si c'est craqué, c'est brute forcé, ou si c'est brute forcé, c'est fait par des gros dictionnaires, c'est fait par une sorte de positionnement, d'essayer de mettre ce qu'il a été fait pour faire des hashes et d'essayer de concorder éventuellement les textes au niveau des hashes. Enfin là, bonne chance, comme on dit. Donc, vraiment, le but du jeu de hash, c'est d'ailleurs le terme en anglais du hashing, c'est vraiment broyer, bouillir, mélanger, checker, comme on dit. Et ça vous permet en l'occurrence d'être certain, de manière immuable aussi, comme une variable de string dans n'importe quel langage de développement. Un string est immutable en mémoire, on ne peut pas le bouger, que ce soit sous Python, C#, n'importe quoi. Parce qu'ils savent évidemment qu'en mémoire, il peut y avoir on peut le contourner par d'autres affaires, mais normalement le type en tant que tel est immutable, parce que s'il était mutable, tout le monde pourrait bouger évidemment n'importe quoi. Vous imaginez aussi, comme Windows, si sa façon de gérer ses strings à l'intérieur de la mémoire pour ses DLL, pour positionner sa souris depuis 1995, si c'était évidemment pas immutable, ce genre de choses, pour le string, on pourrait évidemment faire n'importe quoi là-dessus. Donc le hashing, il est vraiment dédié à générer vraiment de la fixed comme on dit, hein, 20 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits, et qui permet justement d'être la même chose est toujours produit avec la même output, évidemment. Hein. Vous avez toujours la même chose avec le même output, vous ne pourrez pas vous tromper à ce niveau-là. Évidemment, vous pourriez, et ça c'est le but du jeu, que multiple disparate output should be produce the same output. Donc, impossible, et c'est le but du jeu de l'entropie fort, c'est que quand on cherche de l'entropie fort, quand on fait le hash, pour le coup, vous changez un caractère et c'est plus le même hash. Alors, on verra qu'ensuite, pour des raisons mathématiques, et c'est ce que je verrai après, la collision est là malheureusement, mais là c'est un problème pas du système, c'est le problème des maths et du matériel qui va trop vite. Mais en tout cas, normalement, vous n'avez pas le même résultat. Il n'est évidemment pas possible, si vous avez un hash, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui a été hashé, évidemment, vous ne pouvez pas avoir l'input en retour, et aucune modification ne peut évidemment... ça change drastiquement évidemment, la partie hashing. Je vous laisserai évidemment lire la suite, ça rejoint un petit peu et ça sert pour signer, pour encoder, pour évidemment encrypter au travers des clés, on le verra tout à l'heure. C'est pour ça que c'est cascadant, hein, puisque
l'encodage était obligatoire pour éventuellement computer un MD5. Donc on a du byte, j'encode, je lui dis que je suis en FTF8, et là je compute du MD5 pour éventuellement avoir une clé d'intégrité. Et cette clé peut être réutilisée ensuite pour aller en cryptage. Donc automatiquement ça sort toujours en cascade à ce niveau-là. On verra ensuite pourquoi clé privée et clé publique côté encrypting, mais voilà, donc là évidemment toute la notion de hash va avec les messages digest. D'ailleurs, quand vous comprenez le mot message digest, c'est bien de la digestion. Hein, il n'y a pas de retour possible. À la différence dans l'encryptage, on va évidemment créer un système de chiffrement pour aller récupérer ce qu'on a chiffré. Là, pour le coup, c'est simplement je veux une clé qui soit unique, qui soit sûre que celle que j'ai donnée soit en intégrité majeure, que ça soit signé sur un produit, que ça soit une clé pour encrypter, que ça soit pour un vecteur d'initialisation, que ça soit pour n'importe quoi. C'est justement le but du jeu. Donc il y a beaucoup de hash existants. Je vous ferai la liste tout à l'heure lors de la démo. Les plus connus et aujourd'hui ceux qu'il faut utiliser, c'est SHA-3, le MD5 non, parce qu'on verra qu'il est colisable. Mais le MD6 est en train de sortir, déjà depuis un an, je crois, de toute façon. Donc, voilà la grosse différence du hashing. Et à quoi ça sert en tant que tel? Je vous ai fait une bref explication rapide. Si vous utilisez tous plus ou moins Windows ou si vous développez par rapport à des réseaux et compagnie, vous savez qu'on utilise, et à aujourd'hui encore malheureusement, le LAN Manager. Le LAN Manager étant évidemment overdated, là, le LM, puisqu'en fait c'était comme ça que lorsque vous rentrez un user sous Windows, que ce soit dans n'importe quel système OS, un user sous Windows avec un mot de passe, le mot de passe étant mis, il est haché. Ce haché, comme je viens de vous dire, si vous l'avez dit à personne, le hash est sauvegardé évidemment dans la base. Là, si ce n'est pas une base de données, quand c'est évidemment un développement pour une entreprise, c'est dans la Active Directory, ou éventuellement si c'est en serveur, ou éventuellement dans votre base de registre, donc sur la registre SAM, côté évidemment machine cliente. Et là, de cette partie-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sauvegarde que le hash. Donc évidemment, ce qu'il fait, c'est que quand vous reloguez, et d'ailleurs, tous les systèmes aujourd'hui les plus en vue et aujourd'hui en 2016 utilisent ce genre de principe, c'est que quand vous reloguez n'importe où, c'est le hash qui est évidemment sauvegardé. Alors évidemment, plus il est gros, moins il est colisable, moins il est craquable aussi et moins il est évidemment exploitable. C'est-à-dire qu'on va simplement mettre le mot de passe et lui va refaire la même moulinette de l'autre côté. Et à partir de là, il va comparer évidemment les deux hash pour le faire. À partir de là, si les deux hash correspondent, comme ça ne peut pas être un autre input, c'est pour ça qu'il vous laisse passer. Le fait est, c'est que comme il le précise, avant et pour mettre le password, il est converti, là pour le LM rapidement, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse rapidement, mais il est converti en majuscule. Et évidemment, il est nul padé s'il n'est pas suffisamment, parce qu'il faut qu'il fasse 14 bytes. Ça, c'est une affaire de Windows, parce qu'après, il est splitté en 2x7 pour le faire. Le tout DES key, puisqu'en fait, là, on est en 2 DES, DESX si on était sous Windows XP. Maintenant, c'est du 3 DES, on en reviendra tout à l'heure. Là, on parle d'encryptage, donc cette ligne-là, je la passe, parce que là, pour le coup, mais elle est évidemment créée avec les deux coupures, les deux splits que vous avez au-dessus. Et évidemment, c'est converti en bitstream pour être inséré avec les zéros devant. Et à partir de là, chaque string encrypté comme celle-ci crée évidemment un ciphertext value de 8 bits. Et les deux sont concaténés pour créer le fameux LMH qui va vous permettre d'avoir l'intégrité de votre mot de passe. Là, c'est un exemple, hein, c'est pas du tout, c'est Hackerspace, hein, mais c'est vraiment pour montrer qu'ils ont fait une sorte de bidouille après coup pour découper les points, puisque le but du jeu est de découper par bloc. On verra après. Donc les protocoles pour après le NTLM, en V1 comme en V2, puisqu'on a aussi le NTLM session, mais le NTLM V1 et V2, au travers du protocole, là on a créé en fait un cleartext vous voyez, on convertit en Unicode, on parle toujours de notre encodage d'avant. Il est haché en MD4, à l'époque c'était évidemment celui-là qu'il y avait, pour qu'ensuite évidemment les 16 bits soient nulpadés à 21 bits. Et puis là, comme c'était le triple AES, le triple DES qui était fait, on l'a coupé en 3 fois, et de nouveau, on fait la ronde des tours. Pourquoi je ne vous en parle pas, parce que j'en parlerai après, là c'est la fameuse Horst Festel, la tour de Festel qui est gérée. Et donc, à chaque fois, de nouveau, et il concaténe les trois. Pour l'autre, là, on va dire en protocole 2, ils se sont dit, allez, on va faire un MD5 d'un Unicode d'un cleartext. Bon,
On cumule, vous allez voir après, le H4, il vous montre tous les principes et les types possibles. Il y en a même où ça devient complètement délire, parce qu'on a du MD5, du MD5, du MD5, de SHA-1, de MD5, enfin, il y en a même qui se collisionnent entre eux, là, donc à un moment donné, ils n'arrivent même pas à être logiques avec les points, donc il faut peu faire ça. L'Unicode est mis évidemment avec le username en uppercase, et puis après il y a un hashmat, on verra tout à l'heure à quoi ça sert, pour faire le NTLMH, et il refait le même système. Donc, le but de pourquoi, au-delà du cryptage qu'on verra tout à l'heure, le but du hash, on est bien là, c'est on sait qu'il est is one way, une seule fois, immutable, il sert à l'intégrité, donc on est certain que ce qu'on a généré, si on l'a dit à personne, c'est aussi un peu le problème aussi du hashing, hein, c'est que même la phrase est énormément longue, souvent on vous dit, même en mot de passe, mettez une phrase d'une chanson, parce qu'on ne peut pas reverser, en fait, on ne peut pas reverser l'inverse. Ça c'est assez clair et ça ne peut pas être autrement. Donc, les attaques, il y a quand même évidemment des attaques possibles, puisqu'on s'est dit que les haches là étaient positionnés sur des systèmes de mathématiques. C'est positionné sur un gars d'ailleurs qui s'appelle Horst Fiestel, comme je vous l'ai dit, c'est en l'occurrence l'échelle de Fiestel, en fait, c'est il prend un clear text, il fait du XOR sur des blocs qui sont découpés comme on a pu le voir, peu importe comment vous coupez le bloc. Dans les années 2000, c'était des blocs jusqu'à 64 bits, maintenant aujourd'hui 90, maintenant dans les années 2000, on est plutôt sur des blocs jusqu'à 128 bits. Le but du jeu, c'est qu'il fait toujours en anglais une round 1 ou alors un K1, un K2, un K3, c'est autant de tours qu'il doit faire. Et avec la clé qui va dériver, il va évidemment gérer un XOR. Là, on n'a jamais rien inventé de mieux pour le moment, de toute façon, c'est que du XOR qui est fait au travers des blocs. Mais évidemment, comme c'est positionné sur des tables et des blocs, soit de permutation, soit de substitution, et ben ces blocs-là ont malheureusement des faiblesses mathématiques. Parce que, évidemment, on re-rentre là dans les maths. Alors, très brièvement, et je ne vais pas vous prendre la tête avec les maths, mais au travers d'un ensemble, vous allez le comprendre avec un schéma qu'on m'avait expliqué moi, c'est que c'est si vous aviez plusieurs personnes qui arrivent dans un hôtel, que vous n'avez pas assez de personnes par rapport aux chambres. Donc, c'est l'ensemble N qui est l'ensemble des people qui sont les gens ne sont pas assez, puis il y a plus de chambres. Pas de problème, vous êtes certain qu'il y a quelques chambres qui vont rester libres et tout le monde sera unique dans les chambres. Maintenant, si on est égalitaire, admettons, on a autant de gens qu'on a autant de chambres, là pour le coup ça s'annule, mais il n'y a pas de collision possible. Par contre, si on commence, il y a un ensemble N de people, il y a trop de gens par rapport à trop de chambres, donc là ça revient à la cardinalité, comme on appelle ça en mathématiques, et là pour le coup, il y a un moment donné, il devra y avoir sûrement peut-être une personne en milieu de deux chambres, ou deux personnes équivalentes au milieu, donc là, vraiment la notion des... Normalement, ils le font avec des états des chaussettes et des tiroirs, mais la notion de ce genre de choses fait qu'il y a collision obligatoirement. Donc on voit que les parties des attaques, on a du brute force, on a les hybrides, les fingerprints, les permutations, les mask attaques, les toggle cases et compagnie. Mais il y en a une particulièrement en rouge là que j'adore, c'était un peu le test que je voulais vous faire ce soir. C'était le paradoxe birthday, le paradoxe de la date d'anniversaire. Le paradoxe de la date d'anniversaire, c'est que de la probabilité. Je reprends juste pour ne pas vous dire de bêtises sur la partie juste point de la formule, enfin, quoique je l'ai notifié là, mais on prend un exemple comme le cas d'une classe aujourd'hui avec un professeur. S'il estime, son professeur, d'essayer de dire qu'aujourd'hui on est le 25 août, c'est ça ? On est le 25 août et d'essayer de voir que sur une classe de... Alors le problème c'est que je ne sais pas combien vous êtes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41. Normalement on n'a pas compté les 1, vous êtes 41, donc super, même si je me suis bourré à 1, c'est 40. Au-delà de 41, au-delà même de 20 d'ailleurs, de toute façon, si je dis que quelqu'un est né au 25 août, j'ai une chance sur 365 moins les 40. Pas possible, ça ne marche pas. La probabilité de ce côté-là, c'est 7,9%, à peu près à 30 personnes. Donc à 40 personnes, on doit monter à 12,9%. J'ai 12,9% de chance de trouver quelqu'un dans cette salle qui est né le 25 août à aujourd'hui. Donc ça ne m'intéresse pas, cette probabilité. Mais la collision est faite d'une autre manière, c'est que par contre, désormais, je dis, ouais, mais maintenant, trouver quelqu'un qui a la même date de naissance dans cette salle, là, c'est
nombre dans la salle, moins nombre dans la salle, moins 1. On est 41. 41 multiplié par 40, parce que c'est évidemment moins le truc. Désolé, je vais vous faire... Là, je suis un peu fatigué depuis hier soir, donc là, si vous me permettez, je prends la calculatrice. On est d'accord qu'on fait 41 multiplié par... on va la faire en classique. Voilà, multiplié par 40. Et puis évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est divisé par 2, puisque divisé par 2, du fait qu'on est avec, vous allez comprendre tout de suite, je le fais là, divisé par 2, puisque c'est des paires. Ça fait 820, ok? Et bien les 820 qu'on me donne à aujourd'hui, pour vous donner une ordre d'idée évidemment de l'affaire, puisque c'est 820 paires possibles, d'ailleurs c'est un peu bizarre, puisque normalement, c'est pas ça si je le fais là-dessus, c'est 57 sur un groupe de 57 personnes. Oui, c'est fois, exact. Avec le N à 30, ça fait 60%. Avec moins 1, c'est 365. Multiplié par 41. Voilà, je suis à 253, enfin, on est un peu en dessous là, normalement, 231. Avec 57 personnes, j'ai 99% de chance d'avoir quelqu'un qui soit... Là, il y a 2 personnes, on est à 40, on n'est pas à 57, mais à 57, c'est 99. À 40, donc ça veut dire que là, je serai à 80% de chance à aujourd'hui que j'ai 2 personnes qui sont nées le 25 août dans cette salle. 80% de chance, c'est la probabilité à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a 365 jours, que c'est 2 paires que je fais et que c'est le nombre de gens qui... Plus on augmente le nombre de personnes, plus la probabilité, évidemment, s'augmente et s'annule dès qu'on dépasse, évidemment, la partie paire. Donc je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui sont nées le 25 août à aujourd'hui dans cette salle. Oui? Non? C'est pas 2 personnes nées à la même date? En fait, c'est que 2 personnes qui seraient nées la même date. La même date, tout court, non? Bah, tout court, oui. 2 personnes tout court, mais là aujourd'hui, est-ce que 2 personnes sont nées le 25 août là? Non, même pas. Et tout court, 2 personnes, oui, ben là, il faudrait que vous donniez le date de naissance pour le coup, mais pour le coup, évidemment, je ne vais pas vous faire le truc. Normalement, on a 80% de chance de trouver évidemment le point. Donc là, c'est l'attaque évidemment par date d'anniversaire. C'est un exemple de probabilité. Si cet exemple de probabilité est bonne, si on la remet évidemment dans la probabilité d'attaque mathématique au travers des collisions, des calculs, automatiquement, évidemment, malheureusement, certains H ne sont pas exploitables. Alors, de surcroît, la collision, c'est que grâce à cette charmante Valérie Aurora, elle a fait un travail exceptionnel et extraordinaire. Je vous invite, donc il y aura les liens, et puis évidemment la presse sera accessible au travers de la FIC. Mais vous tapez Valérie Aurora, vous ne pourrez pas la manquer. C'est une activiste férue, une féministe de base sur le monde Linux, qu'elle traite de machiste et autres. Pas moi, c'est elle. Mais bon, elle s'est battue fort et dur pour avoir ses droits au monde Unix en tant que tel en étoile, mais elle s'est mise à générer, depuis d'ailleurs 1990, au travers des différentes fonctions de hachage, puisqu'on verra pourquoi il y a des fonctions de hachage tout à l'heure. Les fonctions de hachage, donc comme vous pouvez constater, on revoit MD5, MD4, alors vous en avez d'autres évidemment, comme je vous avais dit, il y en a plein d'autres, Ripen 160, SHA-2Family, SHA-3, le KESAC, un des derniers en date à aujourd'hui, MD2 et puis Smoothwood. Comme vous voyez, dès que c'est rouge, c'est qu'à aujourd'hui, au niveau mathématique, et tel qu'on l'a fait, que ce soit par probabilité de date d'anniversaire, par brute de force ou par tout système de vecteurs de gestion, ça a été collisé. Si c'est collisé, ça veut dire que ça peut être répété. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez trouver que ma grand-mère fait du vélo, vous allez le hacher, ah, le gomme a trouvé que ma grand-mère a fait du vélo. Non. Ça veut dire que si vous signez un document et que vous êtes capable, et là c'est un contrat bancaire, un contrat de virement, un contrat de je ne sais quoi, et que vous avez intégré justement une notion de possibilité de collisage là-dessus, ben vous pourriez très bien envoyer un système de dépôt ou un système de virement qui fait croire que vous êtes l'officiel à envoyer évidemment cette signature, mais comme ce n'est pas vous, et pourtant le dépôt ou le virement va pouvoir se faire. Donc la notion de collision et la notion d'utiliser le bon hash ou la bonne signature pour même une clé ensuite de cryptage est très importante, puisque sinon vous pouvez risquer autant votre cryptage que vous pouvez risquer aussi votre signature électronique à ce niveau-là, ou en effet votre clé que vous pourriez utiliser à droite à gauche. Donc, comme vous pouvez constater,
À partir de 2004, il y a beaucoup de rouge, hein, que ce soit le MD5, c'est depuis 2004, et pourtant Dieu sait combien de monde encore utilise le MD5 pour ses tests, pour le NTLM, pour les passwords sous Windows, pour pas mal de choses. Alors, ils ont beau cumuler après du MD5 par du MD5 par du MD5, ça ne change pas grand-chose. Donc aujourd'hui, la partie, on voit les systèmes de couleurs, hein, au travers des collisions trouvées ou des collisions... là, il est en weakness parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait sûrs, mais le SHA-1 va tomber, à mon avis, d'ici l'année prochaine ou l'autre année. Donc tout ce qui est SHA-1, c'est 64 bits, 128 bits. Tout ce qui est SHA-2, et au niveau des SHA-2 Family, à partir de la 384, 256, 384 et 512, normalement le NIST amène que c'est 512 qu'il faut utiliser. En dessous, désormais, c'est déjà, alors pas plus ou moins compromis, mais vous voyez, minor weakness, on commence à avoir, parce que les machines deviennent de plus en plus rapides, et donc on peut faire de plus en plus de calculs, et on peut faire de plus en plus de Par collisions. curiosité, c'est quel système qui peut intégrer du SHA-3? Pardon? Mettons, est-ce que Windows commence à utiliser le SHA-3 ou non? Non, pas en tout cas sur Windows 10, ils ont essayé d'intégrer, en tout cas pour la partie Windows Store, la partie SHA-2, ça c'est certain, puisqu'il y a un certain nombre de hash utilisés pour les APPX en SHA-2 256, heureusement, puisque là Windows Store c'est évidemment le pognon, hein, donc là, pour le coup ils sont contents pour l'argent, donc il faut faire quand même attention, mais pour tout ce qui est à aujourd'hui encore sur même, à part Windows Server 2016, où là sur les nano-serveurs et sur certains points d'Active Directory devaient passer en SHA-2 512, logiquement le SHA-3 n'est même pas encore envisageable, peut-être sur une mise à jour. Et c'est le problème de la compatibilité descendante, c'est le problème des systèmes d'utilisation, c'est le problème des accès à l'AD, c'est le problème des web services à gérer. Il y aurait trop de dommages collatéraux aujourd'hui pour d'autres débats qui seraient dans la logique possible pour malheureusement toujours un time to market pour pas faire, parce que ça aurait dû être fait déjà en 2004 ou 2006 et non pas à se poser la question en 2015 ou en 2016. C'est là où on a 10 ans de retard et malheureusement on les paye évidemment assurément. C'est la même chose que ça soit sur vos téléphones aussi, hein, malheureusement Android pour certains points. Il faut savoir que NTLM, soit iOS jusqu'à la 5.0 est utilisé et le MD5 est encore utilisé en IMAP sur iOS aussi et sur iPad. Il n'y a que sur iPad 3 que normalement sur iMap, ça y est, ils ont arrêté de le faire. Donc, je vous invite vraiment au niveau du lifetime et de la Rainbow, hein, de la table le faire, d'aller voir évidemment. D'ailleurs, le boulot que j'ai fait de collision de démo que vous allez voir se joue sur le travail de ces deux gars là. Xiaoyun, j'arrive jamais à dire son prénom, Xiaoyun Wang et puis surtout Ding Wunfeng, qui ont évidemment trouvé en 2004 un certain nombre de choses. C'est eux qui sont d'ailleurs plus ou moins les premiers. Il y a une sorte de bataille, un peu comme des batailles mathématiques, à savoir lequel il va casser premier. D'ailleurs, il y a même évidemment les Chinois qui attaquent le Titan, puisque c'est des supercalculateurs qui sont souvent utilisés au travers de ça. Donc évidemment, plus on utilise un système et une famille de hash avec un système d'encryptage qui évidemment doit être utilisé après coup, il faut que votre hash soit évidemment avec une fonction de hachage assez haute. Quand on dit une fonction de hachage assez haute, c'est au minima ces deux-là. Vous en avez d'autres hein, au niveau des hashes qui viennent de faire. Le MD6 a quand même, on va dire, entre guillemets, de bonne vue pour le coup. C'est RSA hein, et Shamir est en train aussi d'essayer de pousser à dire non, on n'est pas à la ramasse, on arrive. Bon, maintenant, on n'a jamais fait mieux de toute façon qu'après, au travers de l'encryptage, enfin du hachage, on n'a jamais, pour le moment, de toute façon, le NIST a fait un nouveau concours pour 2017, le KESAC. Je vous invite évidemment d'aller voir les fonctions de hachage. Une fonction de hachage, c'est comment ils vont faire l'algorithme de hachage. C'est assez, enfin si vous êtes super bon en maths, ça va vraiment vous triper. Après, on peut le mettre en mathématiques, mais c'est assez rigolo. Donc, la démo, je ne sais pas si en effet l'écran va permettre de me le faire. Je vais me permettre de vous montrer ça rapidement. Comme je l'ai dit, soyez indulgents pour la démo. J'espère que ça va, normalement ça fonctionne. Alors, je vais dupliquer l'image devant moi. Je vais vous montrer donc le code que je vous ai montré tout à l'heure, ou en tout cas le nom de la personne que je vous ai montré, les deux noms de la personne que je vous ai montré tout à l'heure. Ça a été pour prouver évidemment la collision et d'expliquer mathématiquement
je ne vais pas vous prendre la tête mathématiquement, je vais vous la schématiser rapidement avec la partie code. Ça a été fait à l'époque en Perl. J'ai pas voulu installer Perl au complet, donc c'est du fun, mais écoute, l'année prochaine au Hackfest 2017, mais là j'ai repris, je suis désolé, mon langage de prédilection au niveau du C#. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu plus explicite, je pense, d'ailleurs, pour 2-3 points, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici après coup. Voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est l'idée de base. Elle est la suivante. C'est qu'ici, vous avez un Evel-Exe, évidemment créé. Alors, c'est une solution complète. Je ne sais pas si du monde a déjà développé sous Visual Studio, mais je pense que oui. Evel-Exe qui permet, évidemment, là, dans la classe d'Evel-Exe, je me suis fait peur la dernière fois parce qu'au lieu de mettre 1000, j'avais mis 20 000. Et en mettant le truc et en cliquant sur l'exé, j'ai dit pourquoi c'est si long? J'ai dû faire une bêtise. Puis là, non, normalement, j'avais pas mis format en fait du disque, c'était drôle. Donc là, c'était l'Evel-Exe. Ensuite, vous avez évidemment le good exe qui est ici. Voilà. Il vous annonce qu'il est évidemment très gentil. Après, vous avez l'extracteur que j'ai mis là. Alors, l'extracteur, vous allez voir, il extracte le file tel qu'il est mis en binaire. Donc, on retrouve en même temps toujours, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on est toujours à lire des bytes, on est toujours à essayer de le lire et de le rendre. Bon, là, pour le coup, c'est que des bytes à écrire. Donc là, c'est pas le bon exemple, je vais vous le montrer juste après. Mais... Donc là, c'est l'extracteur, vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis ensuite, le gen, qui est le principal, automatiquement, le générateur qui est ici, voilà. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait et quel est le but. Le but d'un hash, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, si on arrive à le colliser. C'est-à-dire que s'il est en collision, le but du jeu il est de dire, moi j'en ai un en hash, vous avez tous fait, je pense, de toute façon, un envoi de fichier en disant, putain c'est quoi ce fichier, je suis sûr qu'il est machin, je suis versus total, ou dans n'importe quel scanner online, et là il y a d'ailleurs différents hash possibles, jusqu'au SSD, d'ailleurs c'est un gros format fait, mais il vous sort un hash qui va jusqu'au hash 512 ou 256 pour les derniers en date, et qui vous dit, non, il est clean, les 64 engines antivirus l'ont scanné, boum, il est vert, 0, tout va bien. Donc, ce qui voudrait dire que, si moi demain je suis un malware, je vous avais dit, qui était évidemment mon but ultime, si je suis un malware, pour moi, ou un low and slow, genre Cerber, qui est le dernier ransomware à la mode aujourd'hui, au-delà des campagnes de contamination, au-delà de se xorer dans des images et compagnie, c'est comment me planquer ensuite dans le système pour qu'un jour, quand je vais renvoyer un autre payload qui doit aller scanner un endroit bien précis, mais qui ne doit pas se voir, d'aller récupérer évidemment le bon fichier, mais que si le gars se pose la question, s'il le met sur un AV scanner ou quoi que ce soit, je dois évidemment lui dire que le hash, écoute, c'est comme le bon exe, t'inquiète pas, il n'y a rien qui se passe. Donc le but, il est de se camoufler. Donc se camoufler, ça veut dire que l'exécutable que je prends good à chaque fois et le mauvais exécutable que je prends, je l'ajoute dans le fameux good bin et dans le evel bin en même temps. C'est-à-dire que mon evel bin, que je ferai par la suite, est le même que mon good bin, puisque je mets les deux exécutables à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais normalement c'est OK. Sauf que vous voyez qu'il y a un deuxième paramètre ici différemment, qui est le vecteur, et c'est ça tout le secret de la collision en fait. Le secret de la collision, au-delà, comme vous pouvez le constater, du MD5, où là je fais un crypto provider, et puis vous voyez qu'on doit bien encoder évidemment le fichier voulu, de toute façon. Bon, là, comme c'est du binaire, il n'y a pas d'encoding en tant que tel, puisque là je ne travaille pas sur du texte en tant que tel, c'est déjà un exécutable. Donc il est déjà encodé dans le format de mon OS et dans le format que je suis, qui est un OS français ou je ne sais plus quoi, américain, avec gna 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 gna. Donc pour cette raison que l'encoding n'est pas là. Et donc, par contre, voilà ce qu'ils ont travaillé pour donner un exemple. Il y en a plein, je vous inviterai à aller voir. Voilà les vecteurs, le vecteur 1 et le vecteur 2. Le vecteur 1, c'est un rajout de 128 bits, où évidemment, comme vous voyez là, il y a la toute petite étoile, le 0,87, on a bougé le 0,7, on a bougé le 0,72, le 0,F1, le 0,34 et le 0,28. 6 bytes. Simplement 6 bytes. Parce qu'évidemment, l'entropie doit être forte, mais MD5, il n'est pas fort. C'est que si j'avais fait ça en SHA-1 256 ou en SHA
256 ou SHA-512. Là, par contre, en 6 bytes, j'avais pas le même hash. Il faudrait. C'est pour ça que la collision est beaucoup plus importante et que le vecteur, évidemment, à trouver fait MD5, tout est tranquille. Donc vous verrez pourquoi le flag ici, pourquoi je le mets en flag, là, je vous explique ça juste après. Mais donc, ça veut dire qu'avec deux vecteurs distincts, où tout le reste, comme vous pouvez le constater, est le même, puisqu'en fait, je fais juste une différence de 6 bytes, et le même, j'ajoute évidemment ces vecteurs-là, comme vous pouvez le constater, à l'écriture du fichier. Autant pour le good, je mets le vec 1, que pour le eval, je mets le vec 2, puis ils vont me sortir deux fichiers libres. OK? Tout ça va me générer des exés. Alors, pour le fait est, c'est que, pour aller un tout petit peu plus vite, pour pas que mes collègues disent qu'il faut du gospel entre deux, j'ai quand même compilé l'affaire. Je pourrais vous les recompiler si vous voulez être certain que ça sort évidemment bien de mon disque, mais bon, allez, on est entre gens de bonne confiance, mais si vous voulez voir, je regarde juste pour avoir la truc, si je fais ici, vous avez qu'à regarder en bas là, si je fais génération de la solution, il débute la génération, pouf, tout est généré, donc c'est bien ces codes-là qui sont lancés. La partie évidemment de gestion, comme vous pouvez le constater, hop, je l'amène là, je vais juste faire ça et ça, c'est les fameux exés qu'on a. On a bien eval exé, good exé, le extractor et le gen. OK? À partir de là, en essayant de ne pas être trop lourd dans mes essais, là, voilà. Là, évidemment, qu'est-ce que je fais pour le truc? Je vais dire, je vais faire le fameux MD5 gen. D'ailleurs, il est gentil, je crois que j'ai dû même faire. Si tu sais pas le faire, je te donne la doc. OK, cool. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui dis, OK, MD5 gen, c'est le good d'abord et le eval d'après. Donc, le good, hop, j'ai mis casse-là. Voilà. Donc là, par contre, .exe. Et le eval. Voilà, .exe. Et regardez ce qui va me sortir, là. Il va me sortir deux points bin. Il aura cumulé les deux dans les deux points bin. À partir de là, avec les vecteurs différemment. Et regardez ce qui me sort. Comme vous pouvez le constater, grâce aux deux vecteurs, les deux fichiers bin qui ont été évidemment générés, le good comme le eval, eh bien le A11, 76, machin jusqu'à FC, c'est exactement le même H MD5. Donc, ce qui signifie qu'à aujourd'hui, grâce à ça, n'importe quel exé que je mets à la place, là je pourrais faire un format de ces deux points de quelqu'un. Donc, je vais balancer évidemment désormais mon point bin que je vais transformer en font, que je vais transformer en n'importe quoi. Je vais me le faire planquer pour qu'il me le récupère en GIF, en machin, en truc, dans un PDF, peu importe. Et avant, je vais prendre mon good file .bin, puis je vais le foutre dans Virus Total pour que le hash soit évidemment officialisé vrai. Parce que je ne suis pas idiot. Je vais évidemment hacher le vrai dans tous les scanners d'antivirus pour que, non, si je me l'enviens, on vient de me le donner, il est vrai, il est bon, il est à 0, tout va bien, parce que j'aurais mis le good à la place. Puis évidemment, comme le eval, au moment où j'aurais décidé d'aller le choper dans un truc, puisque là les hashes sont les mêmes. Donc même si le gars se touche le eval, désormais le eval, je lui envoie ça comme étant une invoice.doc, un truc je sais pas quoi d'auto machin. Le gars il dit oh non attends, lui j'ai pas confiance, je vais le tester à Virus Total, il va l'envoyer. Et comme il va l'envoyer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir le même hash qu'il a fait. Donc comme c'est le même hash, comme l'autre il vient d'être fait, il verra rien. Et le pire de tout, c'est que désormais évidemment, là l'avantage que vous allez me dire, ok c'est bien beau, mais tu as un point bin qui n'est pas exécutable. Ça, je vous l'accorde, évidemment. La preuve, le point bin est bien là. Mais là, c'est bien pour ça que je dois avoir un payload. Voilà pourquoi le MD5 extractor. Évidemment, il ne faudrait pas l'appeler comme ça, ça va être embêtant. Et si évidemment, je lui dis eval .bin, évidemment, puisque c'est le but du jeu de lui dire le payload qui doit tourner dans le truc, trouve-moi le fichier que j'ai planqué quelque part pour aller faire, puisque là, pour le moment, je me suis installé partout, et comme c'est le même hash et que c'est un hash que tout le monde a confiance, mais là, évidemment, je fais un extracteur du point bin. Pour le coup, et avant de vous le lancer, vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais évidemment un hash flag, c'est que dans le hash flag ici,
dans mon extracteur, donc là, ici dans l'extracteur, la première chose que je vais aller vérifier, comme évidemment il va lire les 101 premiers bits, 128 bits, et qui va évidemment vérifier les bonnes tailles, et qui va aller prendre la 123e place dans le tableau, automatiquement, s'il a accès au flag voulu et qu'on se trouve à être le level, automatiquement, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, parce que normalement ça devrait fonctionner, mais là logiquement, si je dis le level, ok, extract, alors là, oh, bien joué, c'est pas le point D. Il manque le Il y point avait X. un nom alors des lunettes du tableau. Pardon. L'index est rendu en dehors du tableau. Oula, puis il Faut m'a que fait tu un mettes gros un point caca. X, et ça fait pas de sens. Enfin, Il m'a fait un gros caca. t'as pas de point X si tu mets le fichier dans ton extracteur. Ça sert vers toi. Oui, il faut que je mette deux, excusez-moi, il faut que je mette deux paramètres. Eval.bin, et puis là je vais dire, mets-moi dans le temp Tartuffe gna gna, donc on va mettre eval pas bon, pas beau, allez, voilà, point .xe, ok, et là, hop, et là il a writé, donc si je tape eval, pas beau, et est-ce que c'est bien le même? Oui, il est en train de me formater mon disque. Allez. Voilà. Donc évidemment, si je fais le extract, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais tu as fait une blague, en fait, on extracte toujours le level par défaut. Ok. Hop. Good.bin. Évidemment, avec là, pour le coup, good, super beau. J'ai mis un Q là, c'est pas bon. .exe. Si là je fais le entrée, il a fait, donc ok. Alors le good, super beau, voilà. Et là, il me dit, je suis gentil, exécutable. Donc quoi qu'il se passe de toute façon, grâce à la collision et comment je l'ai mis les vecteurs, la personne qui s'est fait contaminer, qui low and slow, hein, toujours bas level, low level et compagnie, avec les haches que j'ai mis, c'est comme ça que d'ailleurs les ransomware arrivent à piéger les fameuses tools et les fameux crypteurs qu'ils essayent d'envoyer. C'est la chasse à aujourd'hui des pour les antivirus, les anti-VM, les anti-scanners, les anti-trucs et les anti-hashing, c'est d'essayer de trouver du hashing de colisage. C'est pour ça que d'ailleurs les scanners ont augmenté. Vous ne pourriez pas vous faire avoir parce que pour le coup, ils vont jusqu'en SHA-256 ou SHA-512. Donc c'est cela qu'il faut comparer. Et là, pour le coup, vous verriez qu'évidemment, il y a une grosse différence et que ce n'est pas le même. Mais le fait est, c'est que si le gars ne fait pas gaffe, qu'il s'attaque à juste du colligeage de MD5, eh bien, il se fait avoir et malheureusement, le fichier est compromis. Et là, il se fait évidemment contaminer. Il y en a encore, évidemment, malheureusement, de trop, je trouve, mais beaucoup. Voilà ce qui est la partie collision. Je suis content que ça ait fonctionné, parce que c'était pas prévu. Ça marche. Premier coup pour le coup. Voilà. Pardon? T'avais un plan B? J'avais presque un plan B. Juste un peu de... Non, Ouais. pour ma compréhension, ton MD5 extracteur, il faisait quoi? Il faisait juste prendre ton point bin puis le transformer en Le point bin, en fait, l'extracteur, c'est qu'il va revérifier où sont les vecteurs. Et comme il connaît la notion du fameux flag byte, là, qui évidemment est mis à une position, lui, il sait le reconnaître et automatiquement, il sait l'extraire de bonne manière parce qu'il ne va pas confondre entre le Evel ou le good exe. C'est-à-dire que si vraiment je veux que mon payload soit le Evel, automatiquement il me sortira le Evel voulu. C'est le but du jeu de l'extracteur, c'est que grâce au vecteur, il est complètement, entre guillemets, aussi haché en intégrité, puisqu'il ne peut pas se tromper, puisque c'est le flag qui va aller chercher. Mais en même temps, si le gars a des doutes sur le fameux exe que je dois lui envoyer par rapport justement à dire ouais, mais là, PDF, exe, peu importe, ensuite on va le lancer en mémoire, ou par un PowerShell, hein, je vous rappelle que tout est mis dans Windows pour être en automatisation totale et d'être exploitable voulu. Je pourrais très bien faire un file image option dans la base de registre qui fait croire qu'on est un tax manager, qui charge le PowerShell avec les 7 exécutions policies anon, qui va downloader, puisque j'ai accès au .NET, à un endroit dans Passbin. Ce Passbin me télécharge celui-là. En téléchargeant celui-là, il regarde si évidemment dans le répertoire il y a des trucs, et à partir de là, pouf, il l'envoie, et l'antivirus
n'importe qui, même lui, ne voit rien. C'est complètement... surtout si même il le teste, il va le voir qu'en le testant, c'est le hash d'un autre truc qui a été fait en amont, et c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est pour ça qu'il y a eu autant de problématiques avec justement VeruShare et tous les scanners aujourd'hui, et pourquoi ils ont augmenté évidemment leurs clés jusqu'à faire un nouveau système un peu maison, le SSD, parce que justement, à cause des collisions de hash, ça pose problème de faire croire, est-ce que j'ai quand même bien le bon fichier à ce moment-là? Est-ce que mon intégrité est vraiment bonne à ce moment-là? Mais ça vous montre aussi que là, bon, je parle de malware parce que c'est le truc, mais ça pourrait très bien être une signature d'un fichier, la preuve en est. J'ai juste à trouver les vecteurs correctement, je le signe en PDF, le PDF que j'envoie à ma banque et que je l'auto-signe en falsifiant la signature d'un gars, veuillez me transférer 10 000 $ sur tel compte. Si le gars fait le test du hash et que le hash est le bon ou le CRC, peu importe, s'il n'a pas un hashing ou une fonction de hachage suffisamment forte, c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, on est dans du red flag, on n'est même pas dans la... C'est pas dans la fausse vie, hein. On pourrait très bien... Après, on peut aller vite en prison, mais c'est le problème à aujourd'hui. Donc, les fonctions de hachage servent vraiment à générer une empreinte. C'est vrai que c'est le terme qui est mis. Et le fait est, ce qui est important au travers de ça, c'est que l'homogénéisation par rapport au hachage, l'entropie forte qu'il faut avoir, cette fonction qu'il faut évidemment mettre en avant, il faut vraiment la monter au niveau des chats que vous avez vus là, et d'autres pour le faire. Pourquoi est-ce que les deux Chinois qui ont fait ça les a pris combien de temps à développer ce système de vecteurs-là? Ils l'ont développé en le sens que... C'est mathématique, ça? Ouais, il y a une technique en fait mathématique qui utilise en fait, toutes les techniques de permutation et de substitution au travers mathématique, puisque là évidemment il faut savoir que la fameuse tour de Hostel que je vous parlais tout à l'heure, qui est fait par en fait, là on va pouvoir en parler un peu plus, là je vais vous la montrer tout à l'heure, parce que j'ai quelques fichiers de démo que je vais aussi proposer lors de la présentation, mais ce gars-là est un Allemand qui a créé la fameuse boucle que je vous ai parlé. Là. Tout est reposé un peu sur tous les cipher blocs, tous les blocs de cryptage. On va commencer à en parler, est fait sur ce modèle-là de toute façon. Et ce modèle-là, au travers de ça, c'est que le gars, lui, il précise que tout ce qui est évidemment à cause d'un ensemble et de la probabilisation, comme on l'a fait tout à l'heure avec le truc de la date d'anniversaire, fait que oui, on ne peut pas le faire en tant qu'humain. Oui, là, c'était la classe, c'était très drôle de trouver peut-être que quelqu'un avait la même date de naissance parce que là, c'était jouable. Mais il est clair que là, le but du jeu, c'est qu'ils utilisent soit des multi-PC, soit du supercalculateur. Mais maintenant, comme le cloud propose aussi des machines à des taux totalement dérisoires pour le faire, ces Chinois-là étaient au travers d'une université, donc ils ont accès à Titan, qui est leur supercalculateur chinois. Donc il est certain que jusqu'au MD5, qui aurait pu être craqué, d'ailleurs il a été, je crois que Valérie Aurora le dit sur son site, il a été craqué par un groupe où il y avait quoi, une centaine de Core i7 à l'époque, Core i5 à l'époque dans les équivalents. Donc ça prouve qu'il ne fallait pas non plus exceptionnellement de puissance. Maintenant évidemment plus on monte, plus on a de puissance, mais comme de toute façon ça va de plus en plus rapide et qu'il y a de plus en plus de mémoire, à partir de là, que ça soit par permutation, par substitution, donc substitution, je dis que à la place du S, je mets le E, à la place du E, je mets le W, à la place du truc. Et là en plus, Estelle, lui, ce qu'il a fait, c'est que cette tour-là est de la substitution, les fameuses S-Box, vous inviterai à vraiment aller voir les S-Box dans les systèmes de hachage, hein. C'est que c'est de la permutation avec des tables qui sont malheureusement presque déjà, d'ailleurs Wikipédia en fait toute une liste, il y en a d'autres qui ont fait des listes, je vous en ai mis aussi quelques listes à la fin, qu'ils ont déjà des prédictions, en fait c'est prédictif, donc au travers des permutations utilisées ou des algorithmes utilisés, à partir de là il faut simplement créer le contre-algorithme entre guillemets et d'attendre que le calcul se fasse. Alors c'est certain, comme vous le constatez, le chat 256 n'est pas encore, il est witness parce qu'on a eu des soubresauts à penser qu'il fallait des vecteurs un peu plus lourds, mais si vous restez en dessous de chat 128, vous êtes collisable en permanence. Puisqu'à aujourd'hui, c'est même, vous voyez, avec juste un C#, 3 lignes et 4 vecteurs, avec juste 6 bytes, et on peut colliser l'affaire. Donc on attaque notre gros point d'encryptage. L'encryptage, tel qu'on le disait tout à l'heure, à la différence de l'encoding et du hachage, sachant que tout peut être en cascade, là j'encrypte. Donc là, le but du jeu d'encrypter, là pour le coup, c'est là la différence avec les fameux mots de pléonasme que je vous parlais, cipher, ouais, chiffré en français,
déchiffré, mais cryptide pour crypter, parce qu'en même temps, les Français utilisent le mot crypter. Bon, tout veut dire tout et pas n'importe quoi en même temps. Attention, un cipher, tel qu'on l'entend en tant qu'Américain anglais, ou en tout cas de ceux qui ont été à l'origine du système, est un bloc et un algorithme de chiffrement. Ce bloc et cet algorithme de chiffrement, on le verra tout à l'heure, c'est fait par un certain nombre de points où c'est la clé qui est secrète, si on est symétrique. Et la clé est évidemment publique si on est asymétrique. Un des mieux que vous connaissez tous, évidemment, en asymétrique, c'est PGP, c'est public et privé. Mais le but du jeu, c'est que la partie évidemment symétrique, c'est le fameux bloc code, le fameux bloc cipher, on va dire même d'ailleurs, parce que je ne vais pas dire bloc code, parce qu'en fait, il y a deux possibilités de gérer de l'encryptage avec évidemment des systèmes, comment on peut dire, de la cryptologie moderne, avec Estelle, hein, le fameux host Estelle. Il a généré le fait qu'on peut soit par bloc, donc c'est par des petits bouts de code, ou comme je vous le disais tout à l'heure, en 64 bits jusqu'en 90-2000, et on est passé en 128 bits. C'est des bouts de code qu'on va encrypter par des tours avec des dérivations de clés et compagnie, ou par flow. Alors vous allez me dire quelle est la différence évidemment par bloc ou par flow. Bloc code, vous commencez à comprendre, on découpe évidemment des fichiers. Et vous comprenez bien que si vous découpez un petit fichier, ça va bien. Si vous coupez un film en MKV qui fait 6 gigas, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Donc là, le but du jeu, c'est que par flow, c'est tout ce qu'on a dans nos protocoles de communication. Le Bluetooth, je vais peut-être mal dire en anglais, mais le Bluetooth, c'est le E0, c'est le protocole qui permet de crypter le point. Si vous prenez Rivest, donc le R de RCA, pardon, c'est le RCA qui est né en 87, qui a fait le RC4, c'est utilisé, bon, maintenant craquable évidemment, mais dans le web de l'époque qu'on connaît en Wi-Fi, c'est les parflows. Alors comment on fait pour le parflow et comment ils le font? C'est qu'en fait, ils font encore un XOR. Donc XOR, il y a ce qu'on appelle un pseudo-random, une sorte de moteur pseudo-random à l'intérieur du système pour générer un chiffre aléatoire. Alors ce seed, comme on l'appelle en anglais, ce chiffre aléatoire doit être assez grand ou pas, mais on prend le premier bit, on le XOR, on prend le premier bit des data, on le XOR aussi, et on concatène. C'est comme ça que vous récupérez. Donc pour vos GSM, pour tous vos téléphones que vous avez tous en main, c'est le A5.1 ou le A5.2, qui est aussi un protocole de chiffrement par flow, et qui lui utilise aussi des cryptages qui derrière utilise soit une public key parce qu'il va utiliser évidemment un horodateur ou un chiffrement et son pseudo-random va passer par, comme les two-factors, l'OTP et compagnie, ou les symmetric keys, où là pour le coup, il y a un système de secret partagé, mais soit il est généré par le téléphone, donc il ne sort pas dedans, un peu le cas de signal, qui lui est public, mais en même temps étant évidemment chiffré avec leur serveur, mais sur le but du jeu, c'est symétrique. On connaît évidemment, c'est-à-dire moi j'envoie un message à Martin, le coffre-fort que je vais évidemment verrouiller avec la clé, moi j'ai une clé, Martin une clé, et plus le coffre-fort évidemment est costaud, plus c'est un peu la banque, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus le coffre-fort va être difficile à ouvrir, va avoir des temps pour les ouvertures, va avoir des contre-mesures, des contrepoints, c'est là-dessus qu'évidemment la partie des deux systèmes différents est la clé. Là-dessus, on a rajouté évidemment des initiations de vecteurs pour ajouter un petit peu de la complexité, c'est-à-dire on pourrait même envoyer 2 messages encodés comme on le voudrait. Puis on a rajouté aussi, vous avez dû sûrement entendre le mot salt, qui est le sel, pour évidemment confuser en même temps et refaire en même temps des trucs. Il faut savoir que sous Linux et sous Unix, le AES qui est utilisé depuis les années 70 a été modifié à l'époque au niveau du noyau et les clés, les mots de passe en l'occurrence du système a été généré avec un AES qui se met avec un XOR d'une clé de 32 bits de 0. Et quand vous tapez votre mot de passe, ça va XORer avec ça pour justement faire une clé symétrique avec une sorte d'invector justement géré ou salté, plutôt, cela dit c'est salté. Je crois que d'après ce que j'ai pu lire dernièrement, c'est que c'est itératif, donc ils le saltent 25 fois. C'est-à-dire qu'ils vont faire une boucle 25 fois pour que la bouillie soit évidemment derrière, ou quand vous allez re-rentrer sous votre X, évidemment, ça ne soit pas géré. Donc évidemment, la partie publique, comme vous le savez, c'est
la partie comme PGP, c'est le meilleur exemple évidemment qu'on a. Hein. Votre clé privée va permettre de crypter votre clé publique. Il y a aussi tout un aspect de signature qui est dédié toujours dans le côté collision avec le hash, là, et toujours dans la notion mathématiquement récupérable. Il faut savoir que l'AES date de 70, il a été tenu jusqu'en 2000. En 97, le NIST a fait, comme il le fait tous les 10 ans, un concours pour passer évidemment à la suite. C'est le DES, pardon, le Data Encryption Security, qui était depuis 70. Le AES, le Advanced Encryptage Security, existe depuis 2000. C'est deux Belges qui l'ont gagné. Je ne connais pas trop les prénoms, mais normalement c'est Ridge-Mel et Dael, qui fait Ridge-N-Dael, donc pour dire Ridge-N-Dael. Alors pourquoi le L à la fin, ne cherchez pas, tout le monde leur a demandé, personne ne sait pourquoi ils ont mis un L à la fin, parce que si c'est la concaténation de leurs deux noms, logiquement ça aurait dû s'arrêter au E. Ils ont dû trouver que ça faisait pas cool. Là-dessus, le Bruce Shiner que je vous ai montré au début là, pour l'anecdote, lui a fait Twofish. Il en a plusieurs des comme ça, des patentes. C'est les derniers en date, hein, Serpent, Twofish, qui ont été vraiment les nouveaux concepts à la mode à ce niveau-là. Évidemment, dans les AES et dans les standards, chacun évidemment peut le faire. Là, vous avez évidemment, comme le RSA ou le PGP, au niveau, dès qu'on parle par flow, on parle obligatoirement d'encryptage public. Si on parle évidemment d'AES ou de DES qui sont sur vos PC, on parle évidemment de symétrique. C'est un secret que vous partagez ou un secret que vous puissiez mettre. Alors, évidemment, comme on le précise, d'ailleurs les exemples sont là, comme Blowfish aussi ou RSA. Évidemment, les use cases, comme on le dit, je vous laisserai, je ne sais pas au niveau du ton, mais quand même, oui, quand même. Je vais accélérer le mouvement. La partie... Juste un point au niveau de la partie encryption, il faut savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça génère au niveau des blocs. Il faut savoir qu'au niveau des cipher blocs comme on l'a, tout ce qui est CBC, ECB, enfin dès que vous voyez le mot bloc de toute façon dedans, c'est que vous rentrez dans ce système d'algorithmie, parce qu'ils ont trouvé à un moment donné qu'ils cachaient avant les années 90 l'algorithme d'encryptage, pensant que si tu ne savais pas comment j'ai crypté mon truc, tu ne pourras jamais me craquer. Ils ne savaient pas qu'on pouvait dumper la mémoire, qu'on pouvait passer de l'autre côté, qu'il y avait du cache, enfin bref, il y a évidemment plein de trucs. Donc ils se sont dit, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut créer une clé. Cette clé, elle doit être très longue, donc un hash ou peu importe autre chose. Hein. Vous pourriez très bien aussi écrire une clé en texte complet. C'est quand même plus donné de créer quelque chose de mathématique et de chiffré, mais c'est plutôt dans cette nature. Et donc, ils se sont dit, non, les algorithmes, on va les mettre publics, c'est pas la peine, de toute façon, autant de savoir comment on fait, mais par contre, on va augmenter soit les tours de ronde, comme on dit, c'est-à-dire tous les calculs et les dérivations de clés vont évidemment augmenter. Par exemple, le triple DES, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va faire 3 fois, puis à l'intérieur de cette 3 fois, il va dériver la clé peut-être en itératif pendant 10 fois. Pour Windows 7, c'est 20 fois, par exemple. Bon, évidemment, les machines le permettent. Hein. Peut-être qu'un Pentium 4 des années 85, non, mais un Core i7, oui. Donc, c'est cette manière-là qui est faite. Toute cette affaire-là de blocs et autres, et les algorithmes, vous en avez une palanquée. Je me permettrai de vous la mettre au complet là-dessus. Je vais vous montrer rapidement, parce que c'était un peu la partie du fichier de démo. Voilà. Donc, là, ça sera concaténé au PDF de la démo. Je vous remets ça. Attendez, hop. Ouais, non, on va mettre 90 là. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop chiant et je ne vous fais pas endormir. Mais, voilà. Donc, les chiffrements et au niveau des blocs, comme dans mon métier, au travers de l'architecture organique pour les design patterns, on fait des cards, on appelle, c'est-à-dire des notions qui va résumer comment on fait un singleton, comment on va faire un itérateur ou comment on va faire tel et tel design pattern de repository, peu importe. Enfin bref, j'ai pas envie de vous mêler avec ça, mais dans le même style, j'ai créé avec un de mes amis un card là au complet. Vous avez tous les, ça fait 9 pages quand même. Vous avez tous les blocs et toutes les explications par méthode de bloc et de chiffrement. Donc vous avez le clé de chiffrement symétrique, les méthodes de chiffrement par bloc. Vous avez le chiffrement ECB, ECB, vous avez les explications évidemment de tout ce qui est les CBC,
Donc, il faut savoir évidemment que, comme je vous l'ai dit, par rapport aux deux flots de cryptage, là, par bloc et par flow, évidemment, un flow peut passer par bloc avec ce qu'on appelle une base d'opération. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la base d'opération, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va reprendre évidemment des formats un peu plus gros, parce que le but du jeu est de faire un blockchain. Donc là, si ça réveille des gens, je pense que vous avez compris que ce que je viens de dire parle aussi des crypto-monnaies et du Bitcoin, blockchain. Donc automatiquement, c'est pour cette raison que de la partie par flow, si on reprend par bloc, et avec évidemment tout un algorithme qui est fait, on peut évidemment prendre des fichiers plus grands. C'est comme ça que vous arrivez en streaming, puisque c'est le stream, le flux, le flow. En streaming, vous avez évidemment la possibilité de regarder sur Netflix vos vidéos et compagnie, même encryptées, puisque c'est comme ça évidemment qu'ils vont ensuite le décrypter. Donc vous avez des tonnes de protocoles qui se cumulent à ça. Donc vous avez évidemment tous les points qui vous sont expliqués rapidement en carré, qui vous permet aussi de le faire. Donc je vous laisserai évidemment y jeter un coup d'œil lors de la démo. Mais écoutez, normalement, vous avez tout, dont le fameux réseau de Fiestel, ce que je venais à un instant de vous parler. Le fameux réseau, du clair avec les XOR et les différents N-tours qui est chiffré. Et puis à l'inverse, vous êtes chiffré, puis vous mettez vos clés et le N-tour que vous avez décidé de faire. Tous les blocs, tous les ciphers aujourd'hui depuis les années 71, je suis content, c'est ma date de naissance, parce que c'est là où il a déposé son patent. Il faut savoir que ce monsieur était allemand, il est né en 1808, il est arrivé en 1834 aux États-Unis, il s'est fait arrêter Deuxième Guerre mondiale, en prison tout le long de la guerre, sorti en 1944, devenu citoyen américain, non, on ne voulait pas trop, pour le coup. Il a été au MIT, à Harvard, il a passé son doctorat en cryptologie, il est parti évidemment chez Xerox PARC pour ensuite déposer la patente chez IBM. Il a à peu près 8 ou 9 patentes de cryptologie aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu des banques à l'époque, en 70, qui a fait le test de la version 0 de son réseau Fiestel. Et aujourd'hui, tout repose sur ce système-là de boucle en XOR. D'ailleurs, on n'a jamais rien réinventé que mieux que le XOR. Par rapport justement à tous les ciphers que vous voyez, que ce soit par flot ou par bloc, c'est par là que ça se passe et c'est lui qui a le dépôt depuis 45 ans. Je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps là-dessus, mais voilà. Donc, je vous laisserai évidemment regarder le point. D'ailleurs, j'avais une petite, normalement, image, là, ouais, pour le réseau Fiestel au complet. Oh, ah oui, à chaque fois, je fais un double écran. Voilà le réseau au complet qui est géré. Le chiffrement avec le clair, comment il le chiffre, le N-tour et le chiffré. On n'a pas réinventé la poudre, puisque là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Pour rapidement le faire, c'est que dans le F, il y a les fameuses box de substitution, les fameux S-box ou permutations, comment vous allez faire. Le K, c'est votre clé. Pourquoi il y a des 1? C'est les tours de round. Est-ce que vous avez décidé de faire de l'itération pendant 25 fois, pendant 10 fois, pendant 48 fois, peu importe. Et au travers des blocs sur le fait de dériver la clé, c'est toutes les flèches qui vont vers la gauche. C'est-à-dire que le texte d'un va évidemment aller par la fonction de hachage, qui va être haché avec la clé, et hop, dérivé. Alors la dérivation, c'est vous aussi qui la choisissez. Et de cette manière, vous allez évidemment faire. Évidemment, il faut connaître cet algorithme-là pour que du chiffrage, vous puissiez évidemment... Vous comprenez pourquoi on dit chiffrer et cipher, et non cryptide ou decipher. Il y a un mélange entre français et anglais, là. Il y a de l'anglicisme qui évidemment est mal perçu. On n'encrypte pas, on chiffre. On a une clé, on a un cipher block ou un cipher flow, ou les deux, la blockchain, et on encrypte le point. Au-dessus, on a un hash qui nous intègre, qui nous donne une intégrité, et au-dessus de ça, on a l'encodage qui est géré. C'est pour ça que le débat est important à ce niveau-là pour le faire. Et puis le dernier point, vous allez pouvoir voir, je ne sais pas si j'ai... Oui, elle est là. La dernière, voilà la bloc code au complet. Ça, je ne l'ai pas inventé, ça sort de chez... Non, je ne peux pas la mettre. Si. Oui, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la même chose. Voilà tout ce qui existe aujourd'hui sur le listing des blocs codes au travers des points et des chiffrements clés DES, C2, Blowfish, Aria, Feol. Un des meilleurs aujourd'hui qu'il faut regarder, c'est Mesh et Mars. RC2 est pas mal. La partie Square. Alors, Square est en fait un dérivé de AES, puisque c'est les mêmes gars, Richman et Damen, qui ont fait Square à l'origine. C'est comme ça qu'ils ont gagné le NIST à l'époque. Bruno Schneider, là, avec son Toolfish, est arrivé deuxième. C'est cool.
il le méritait. Enfin, il a gagné la truc suivante, donc ça c'est cool. Donc voilà, je reviens à la démo. Hop, donc évidemment, l'offuscation, on va terminer là avec évidemment 2-3 points derrière. L'offuscation arrive par-dessus tout ça. C'est-à-dire que désormais, ok, je sais comment encoder, je vois un peu comment les systèmes arrivent à discuter entre eux, je comprends un peu mes codes pages, ok, j'ai des problèmes de localisation. Vous comprenez maintenant pourquoi les malwares sont bien obligés que quand vous recevez un mail en allemand, t'es gentil, je t'ai vu venir. C'est pour ça qu'ils essayent aussi de franciser ou d'angliciser ou de gérer au mieux les choses, évidemment, comment ils sont. Comprenez aussi que s'ils ne savent pas comment l'encodage soit fait dans les différents postes, ils sont bien obligés de faire aussi des tests pour vérifier que quand même un serveur 2008 ne s'est pas fait installer en US au lieu de se faire installer en français. Est-ce que telle et telle police peut être là et ainsi de suite. Bon, bref, c'est tout un débat. En même temps, donc, ils doivent avoir de l'intégrité, et là on rentre dans le hashing, et je crois qu'on en a suffisamment parlé avec les notions de collision et de possibilité évidemment de trouver les points. Puis avec tout ça, on encrypte évidemment, parce que eux aussi s'encryptent, eux aussi aiment bien s'encrypter pour ne pas se voir. Puis après, il faut faire des campagnes de contamination. Puis les campagnes de contamination, puis pour rappeler tout ça comme un papier cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On offusque. Puis on offusque, l'offuscation à la limite c'est la grosse guerre à tout et n'importe quoi. L'avantage c'est d'essayer, évidemment au niveau de l'offuscation, c'est dur à comprendre. Un truc tout bête, je le dis toujours, mais là il n'y a plus rien de secret, mais moi mon offuscation pour mon fameux checker à l'intérieur du Phoenix, c'est que je refaisais mon Visual Studio en chinois. Comme il était en chinois, il retraduisait toutes mes fonctions en chinois. C'est une offuscation comme une autre. Si vous savez bien le chinois, tout roule, et si vous ne savez pas le lire, ça va vous poser un problème. Je ne dis pas que ce ne sera peut-être pas vietnamien ou cambodgien cette année, mais pour le coup, c'est un peu dans l'idée. Si ça, je recompile, le gars, quand même, il va le décompiler avec un .pic ou avec un décompilateur .net. Je lui souhaite bon courage, même s'il y a d'autres points, mais à part s'il sait vraiment gérer le philippin ou quoi que ce soit, ou le mandarin, ça aussi, c'est une méthode d'offuscation. C'est pas difficile à attaquer, c'est pas difficile à désoffusquer. Pareil aussi, les offuscations, vous pourriez très bien avoir des systèmes de codification comme ils le font en VBScript. Aujourd'hui, c'est la grosse guerre de savoir comment on offusque à l'intérieur d'un VBScript pour qu'un XML, un DocX, un XLX et compagnie puissent avoir en son sein, justement, et en interne, une notion de fichier qui va permettre de créer un HTTP de points, mais à la limite, son système, il n'est pas compliqué. Le fait est d'être compliqué, c'est est-ce qu'il a créé 5000 lignes de code pour simplement créer juste 3 lignes qui est important, puis il vous a fait du bruit tout autour? Est-ce que le fait est que son itération est suffisamment compliquée avec peut-être des énormes grands nombres en base 36? Puis lui, en base 36, ça aussi c'est de l'encodage, puis l'encodage peut être utilisé pour le fuscage. Je veux dire, c'est toujours un contrôle, comme il le dit, au niveau de l'importance, hein, c'est d'essayer d'avoir un contrôle fort, en fait, et de permettre justement à dire, ok, maintenant je prends la technique de me dire, je sais pas moi, tiens, personne ne s'en souvient, Microsoft a géré WSCrypt encodeur. Est-ce qu'il y a quand même un mec qui a peut-être décodé, parce que là pour le coup on peut décoder, alors on est dans de l'encodage, de l'obfuscation, puis oui, coup de bol, Microsoft toujours aussi malin, a fait du 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 pendant en fait 128 fois, puis le dernier c'est 4. Bon, bref, donc avec cette clé-là, vous prenez comme ça et ça décode évidemment n'importe quel VBScript qui évidemment est encodé en offuscation comme il le précise, mais le JS, je ne sais pas si vous avez tous vu, vous êtes peut-être tous plus dans le web, mais en JavaScript vous avez les Evel Packets, le fameux paquet tel qu'on le voit. Je pense que mon ami Patrick doit savoir de quoi je parle au niveau de tous les scripts qui sont évidemment packagés, mis en fonction, rechargés et autres. Il faut savoir que Sucuri, qui est un des labos qui gère ça, s'est aperçu qu'un des plus grosses campagnes aujourd'hui, d'un des plus saloperies de trojans virales au niveau bancaire qui s'appelle Dridex. Dridex, sur une de ses campagnes, a fait jusqu'à 112 fois de profondeur d'encodage à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il fallait aussi être patient à se dire « Ah, c'est pas possible, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 70 fois, il l'a fait 112. » Donc si vous n'avez pas quelque chose qui l'automatise, si vous n'avez pas quelque chose, c'est aussi puissant qu'un super cryptage ECB de la mort qui tue avec du H256. Si vous n'avez pas les moyens à dire oh, c'est pas grave, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'encodage est évidemment fait. Donc
Il y a évidemment des choses qui vous permettent de le générer, hein, JavaScript Obfuscator, ProGuard pour Android qui le fait, sur Android aussi, on peut avoir les manifestes et les codes sources évidemment en interne, VBScript Obfuscator, là-dessus d'ailleurs, ce que je vous ai fait, c'est toute une liste au complet, vous n'aurez pas besoin de chercher, de tous les obfuscateurs et de tous les packers d'exécutables qui existent et gestionnaires qui permettent d'offusquer évidemment ces codes sources comme on veut, dans n'importe quelle manière, ou de les offusquer aussi d'ailleurs. Mais vous avez le moyen évidemment de trouver, vous pourriez très bien dire, bah, tiens, une fonction, je vais l'appeler en morse, ou ça aussi c'est une méthode d'offuscation. Je peux faire éventuellement une offuscation en me disant, je vais aller préciser que je vais aller prendre du texte que je sais que pertinemment dans le système Windows, il se trouve à tel endroit ou à tel endroit, comme pour, en l'occurrence, Linux, donc à programme data, je vais créer des mots avec. Donc j'ai que des algorithmes, mais jamais de string à l'intérieur, puisque la première chose qu'un antivirus ou un point va faire, c'est d'aller chercher les strings possibles. Donc le VirtualHook ou la get machin, je sais pas quoi, qui va me permettre de récupérer la get virtual address ou la virtual pop, puisqu'il y a quoi, il y a 28 listes d'API Windows qu'il ne faut évidemment pas notifier dans son exécutable pour ne pas être considéré behavior machin, mais ça il peut aller chercher les lettres n'importe où dans l'environnement, n'importe où dans les répertoires. Il peut même créer des répertoires et récupérer les lettres du répertoire. Vous venez que de lire un répertoire et il est effacé. Il n'y a pas de... Ça aussi, c'est de l'encodage et de l'offuscation. L'offuscation est que de l'imagination humaine, ce qui est encore pire que l'encryptage aujourd'hui. Parce que l'encryptage, pour défaut, c'est toujours analysable par les mathématiques ou par des machines. L'encodage est plus dans la notion de... il n'y a pas de limite, là. Hein. On est à l'armée, c'est je vais te prendre ton flingue, machin. Pourquoi avoir des flingues? Il y a des flics partout. Je casse un flic, je prends un flingue, j'en ai un, il n'est même pas noté. Enfin, je veux dire, il faut raisonner comme eux, ils raisonnent, ils n'ont pas de limite à aujourd'hui, c'est mélange de langage, c'est mélange de système, c'est pass-bin possible, c'est un zéro-bin, c'est du chiffrage derrière, pour cette raison que l'offuscation est faite. Et c'est pour ça que la famille, je vous l'ai mis en algorithme Titname, vous avez toutes les familles de possibilités jusqu'à l'elliptic curve cryptographie, on verra ensuite les 3-4 points du futur, avec toutes les systèmes de blocs et par évidemment famille, et comment on est fait. Je ne vais pas y repasser, on en a quand même pas mal discuté. Je regarde. Oui, peut-être. Derrière, évidemment, un autre point, vous avez évidemment, comme on l'a dit pour les flows, et en l'occurrence, que ce soit pour vos GSM, les Wi-Fi, le web et compagnie, on a évidemment les pseudo-random generators. Vous avez aussi les LSFR, enfin c'est un pseudo-random generator, mais comme un peu le two-factor par système de montre ou un système de temps et de timing. Mais là, il faut savoir qu'il faut que l'appareil soit évidemment orchestré et évidemment synchrone entre les deux pour avoir, parce que au moment où la clé est régénérée, en fait, le bit qui est généré par le système de l'horloge, c'est lui qui est XORé pour le faire. Donc, il est XORé sur un point précis où après l'information lui est glissée à côté pour que quand ça renvoie à l'autre, l'information dit c'était à telle date, enfin à telle heure, de telle seconde et autres. Si l'autre n'a pas le même cycle d'horloge, ça ne marche pas. Donc bref, évidemment il est clair que toute cette partie de random, plus vous êtes matériel, mieux ça marche, plus vous êtes logiciel. Si vous prenez un seed et que vous dites qu'à chaque fois que je mets un pseudo-random, je crée un nombre aléatoire, soi-disant aléatoire, et pas aléatoire, c'est vous qui le générez avec un seed de, je sais pas, même de 10 000, avec un numéro de 0 à 10, ou de 0 à 10 000, si pour peu qu'à un moment donné, en termes de développement, en concurrentiel et en parallèle, vous avez 15 000 demandes pour un jeu, pour n'importe quoi, au même moment, si vous n'avez pas verrouillé les objets ou toute la notion de développement qui est faite, ce seed, au moment où l'objet va être créé en mémoire, il aura été créé en concurrence, au même moment et au même endroit. Ce qui veut dire que là, on a une collision de concurrence, ce qui signifie que votre système est compromis, puisque peut-être que sur 15 000, le 3423e ou 4427e a eu le même numéro autonome qui va lui permettre d'aller au même endroit que l'autre d'à côté. Et pourtant, donc c'est un problème de cloisonnement et un problème de collision en même temps. Donc ça, il faut faire attention. Vous avez évidemment les passeports basés sur les kits dérivation. Donc là, il faut aller voir un peu plus tout ce qui est PKS, PKCS et compagnie, qui sont les plus key infrastructures. Vous avez Shamir qui lui aussi, avec
avec son IDEA, là, Shamir a lancé deux, trois points. Ils se sont aperçus qu'évidemment, depuis le Web 2, Enterprise, Radius, là, il n'y a pas eu vraiment grand-chose de fait là, depuis 10 ans, 15 ans. Donc là, il y a 2 ans, il a envoyé, il a généré eCrypt, qui est en fait un nouveau point depuis 4 ans, qui est une sorte de, à la NIST, une sorte de dire, bon écoutez, il faut un appel à tous, là, écoutez, faites-moi quelque chose, sortez-moi des algorithmes. Et il y a des algorithmes qui sont sortis, j'ai pas eu le temps malheureusement de les mettre, je les ai trouvés il n'y a pas si longtemps qu'hier, donc je les remettrai pour le PDF final. Mais donc, il y aurait éventuellement des nouveaux traitements par flow pour, je pense, de toute façon, des protocoles comme le Wi-Fi et autres pour le faire. Les multi, évidemment, phase précision, les final fill, je vous laisserai évidemment regarder, il y en a des tonnes, je ne vais pas évidemment passer outre. Ce que là, je voulais surtout vous montrer, c'est qu'en effet, n'oubliez pas qu'il existe le MD6 aujourd'hui, s'il y a vraiment à choisir, même s'il est encore en bêta, prenez le MD6 que le MD5. En plus, il est rétro-compatible, entre guillemets, en tout cas au niveau du lens qui est géré. Les blocs Cypher, les kits cryptographie, les kits size, les mesures de sécurité, les effets avalanche. L'effet avalanche, c'est comme l'effet que je vous ai dit tout à l'heure de l'entropie forte. C'est que si vous changez, le but du jeu de la crypto, c'est que si vous changez un bit, il faut que le hash ou que le système de cryptographie, mais surtout là le hash, puisse, parce que c'est vraiment dans le hashing qui est fait, l'effet avalanche. On comprend le mot effet avalanche, c'est-à-dire que si je le change, c'est un autre hash qui est évidemment généré. Pour vous donner un ordre d'idée, l'effet quantum computing attaque Unkin Strain, là, pour évidemment la suite des événements, puisqu'il faut savoir que la NSA cache toujours, mais l'ordinateur quantique est quand même, je pense, pas très loin, voire même sûrement déjà utilisable. Il faut savoir que là, ça casse. Tout ce que je viens de vous dire ce soir n'a plus mot à faire. Hein. Si on met la physique quantique à la partie de la cryptographie, il n'y a pas une seule clé ou une seule technique qu'on connaît aujourd'hui qui ne serait pas décryptable, évidemment, par un ordinateur quantum. Aujourd'hui, pour les effets quantum computing, justement, parce qu'il y a des notions de simulation quantum, aujourd'hui, le NIST précise que pour avoir évidemment l'intégrité au mieux, l'algorithme, c'est le RSA 3072 bits ou plus large, qu'il a dit, bon, les gars, vous êtes en digital signature et pas mal, on est peut-être loin d'un certain nombre de choses au niveau des entreprises. Le fameux DH, le Diffie-Hellman, le IKE, la fameuse phrase secrète quand on est dans des flows. Le but du jeu, c'est que là, dans le Internet Key Exchange, là, le IKE, CDH, ça c'est utilisé comme par rapport à Amazon ou Azure quand ils font ce qu'on appelle du hashmap. On parlait tout à l'heure du hashmap, je reviens juste rapidement là-dessus. Hashmap, c'est le hash d'un message d'authentification de code. Le message d'authentification de code, c'est pour dire comment je peux gérer une intégrité lorsque quelqu'un avec un client ou un partenaire va aller directement se connecter sur un web service ou sur un autre partenaire, ou comment je vais consommer un produit comme pour Amazon. Donc Amazon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, moi, pour être certain qu'entre deux, il n'y a pas de man in the middle, que personne ne va me truander mes requêtes et qu'il ne va pas y avoir d'écriture, il y a ce qu'on appelle un hider de requêtes. Donc les hiders de requêtes, et mes pentesters, c'est ce que c'est au travers des différentes variables qu'on a selon ce qu'il en est. Le hashmap et le but du jeu du hashmap, c'est de dire, ok, on se met d'accord sur le fait qu'entre nous, c'est du TF8. On parle d'encodage, encore une fois. On se met d'accord qu'entre nous, pour ne pas faire du replay attack, on va mettre de la date. Et la date, on va mettre l'UTC, et puis en zone Z, c'est-à-dire aucune time zone pour qu'on soit sûr qu'on soit sur une date à 0. On va mettre que, ouais, bah, je vais mettre les verbes HTTP. Donc, si tu fais un post, un put, un get, je vais te le mettre dedans. Je vais te mettre évidemment le username, souvent c'est l'API key. Vous avez dû sûrement toujours appris ou vu les web API ou le API key, c'est-à-dire quand vous consommez PayPal, Netflix ou quoi que ce soit par le biais du développement, on vous donne une API key pour le faire. Cette API key est votre secret. Et normalement, vous avez un username, ou c'est des fois l'inverse, l'API key devient username et on partage un gros machin en secret. Normalement, il n'y a que la boîte qui vous permet de consommer vous. Et donc, tout ça va générer quoi en tout? C'est qu'il y a un hash du message d'authentification de code qui va dire, OK, moi, avant de t'envoyer la requête, bouge pas, je fais ma moulinette de hash, donc je compute le body, je vois le request, OK, on s'est dit ça. Je mets des variables à l'intérieur de mon rider en disant, écoute, voilà mon authentification, voilà ma signature, voilà mon hash, voilà le point. Et comme évidemment il a hashé avec le secret dedans,
ce que je viens de vous dire, plus c'est gros, et surtout si on prend un hash 256. L'autre à l'autre bout, bah, qu'est-ce qu'il fait? Quand il reçoit la requête, il refait l'effet inverse. Donc chaque requête, une requête, un GIF est envoyé, alors si c'est une requête juste d'un JSON, la plupart du temps c'est du JSON ou du XML. Si évidemment il renvoie de la requête de l'autre côté, il refait la même chose de l'autre côté, il dit attends, bouge pas, comme tu m'as envoyé mon message, je te recrée la même signature qu'elle qu'on s'est dit. Est-ce que le hash et la signature est la même? Oui, je suis intègre, je peux évidemment te dire. Donc tu me demandes quoi? Sauvegarder un truc, envoyer une copie, récupérer telle info et telle chose. Aujourd'hui, ce n'est pas un standard, c'est utilisé que par Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter. Jamais craqué depuis 2008 qu'il est en place. Et grâce aux ingénieurs d'Amazon d'ailleurs. Parce que c'est un craquage. Et en plus, Amazon sont des vrais malades parce qu'eux, ils font un HMAC, un hash du MD5, du HMAC, et puis ils font des itérations de ouf. Enfin bref, quand vous lisez leur doc pour vraiment après l'intégrer, c'est vraiment des fous furieux. Donc automatiquement, et Azure, lui, il l'utilise pour ses SaaS, ses charity, quand on a accès à des blogs ou on a accès à des VM. Toute son infrastructure est positionnée sur du HMAC à aujourd'hui, qui, comme par hasard, quand c'est pas évidemment standardisé, c'est pas en RFC, c'est pas en RFC, les méchants ne peuvent pas les lire. Comme ils ne peuvent pas les lire, ils ne peuvent pas avoir les trous de sécurité. Comme ils ne peuvent pas avoir les trous de sécurité, on est toujours protégé. Donc, peut-être une chose, j'ai laissé un petit message à faire. Bref, et là, comme vous pouvez le constater, bah, évidemment, en confidentialité, il faut quand même monter en AES 256 et en Integrity en SHA 384. Ça, c'est les recommandations, évidemment, du NIST et de l'effet Quantum. Pour résumer, l'encodage est pour maintenir les datas usuelles, ça peut être reversé, employé, il y a juste l'algorithme qui est connu et c'est juste pour transférer en travers des systèmes. Le hashing est pour valider l'intégrité, ça détecte toutes les modifications, ça ne peut pas redonner votre input en retour. L'encryption, bah, là évidemment c'est pour maintenir le système évidemment confidentiel et de gérer évidemment la clé secrète, cette clé ou cet indexeur ou ce cell, pour le gérer. Et puis l'offuscation, tout ce qu'on vient de dire, c'est évidemment de wrapper, d'essayer de gêner la personne et les systèmes d'ailleurs à savoir comment le lire et à comment le générer pour justement rendre les campagnes ou autre chose là-dessus. De toute façon, toute cette partie-là est enveloppant évidemment celle-ci et peut utiliser indépendamment les trois autres au-dessus. Je vous ai mis rapidement, et je terminerai avec évidemment juste ça rapide, ça pourrait être utile peut-être pour vous, toujours avec des liens en même temps. Voilà, Hashcat, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est aujourd'hui avec John the Ripper le plus fort des logiciels, alors si évidemment vous allez voir plus adéquat, mais qui permet de brute forcer ou d'essayer avec des Rainbow ou éventuellement avec des tables qui sont évidemment gérables. C'est sûr qu'avec les leaks qu'il y a eu entre Adobe, LinkedIn, Twitter, et j'en passe et des meilleurs, vous ne savez pas les mots de passe évidemment des gens, mais vous avez évidemment les hashes qui correspondent à ces gens-là. Donc il est certain que adresse mail avec le hash, si demain vous êtes dans une structure, vous imaginez bien que même pour tester ou même pour être sûr et certain, tiens, en fait, quelqu'un chez HL de Madison, est-ce qu'il a été, vous faites ces choix-là sur tous ces fichiers-là, ça vous génère pas loin de plus de 50 millions de hash. Puis il faut savoir qu'il y a un gars là-dessus qui a fait son doctorat et qui est considéré comme étant un des plus gros professeurs dans ce domaine au niveau password. Plus tu as de hash, plus ton système qui apprend à générer, à décoder évidemment en brute force les hash, et plus les hash sont nombreux, plus ça t'aide à évidemment brute forcer et à trouver évidemment les hash là-dessus. Donc pareil, je vous ai mis un petit lien sur son site. Donc là, le Hashcat, vous voyez, au travers de ce que je vous disais, au travers des hash modules et du hashname, comme vous voyez, ça devient complètement délire, selon les termes et compagnie, mais on a le hashmac 256 de la key qui égale le salt, mais bon bref, je vous invite vraiment, et ça donne évidemment le hash à côté, vous voyez, le triple DES, du true type, du machin, du tout fiche, du plus du truc, enfin, ça devient après à un moment donné complètement fou. Ce qu'il faut savoir en plus de tout ça, pour juste, je vous montrerai quand même rapide, c'est que ce qui me fait rire, c'est que Stéphane n'est pas là pour la démo, il viendra la dire tout à l'heure, mais les pass to hash que fait Mimikatz, les golden tickets pour les royaumes ou les notions de Kerberos, c'est que si vous arrivez à dumper un hash, et c'est un peu le problème aujourd'hui du fameux système de comparer des hash à des hash, c'est que pour peu que vous captez un hash, mais que vous savez que ce hash est admin,
je vous laisse faire ce que vous pouvez faire. Vous comprenez qu'on a beau faire tous les H du monde, si vous avez le H et que vous passez le H, c'est comme si vous passiez le mot de passe. Peu importe si vous savez s'il a marqué ma grand-mère sait faire du vélo. Ils s'en foutent. Un autre point important aussi, et pas des moindres, je vous inviterai à vous dire que cette boîte-là a aussi en plus un point en Python. Là. Moi, ce qui m'a énervé à un moment donné, c'est que au niveau des H, j'arrivais pas à les... C'est bizarre parce que là, pour le coup, j'ai pas le... Il s'affiche pas vraiment correctement. Si, non, oui. Allô, allô. Ah si, là. C'est de ça... Ah oui, d'accord, le site est un peu fait bizarre. Voilà. Wow. C'est comment reconnaître un H. Moi aussi, le problème, c'est le fameux hashtag. Putain, j'ai un H, mais c'est quoi 20 bits, 32 bits, mais c'est quoi un MD5, un MD4, un SHA-1, un SHA-256, un truc. Donc, il y a une société qui a fait un H-Crack, mais qui a fait surtout comment reconnaître les H. Alors, je ne dis pas que ça marche tout le temps, hein. En tout cas pour les plus connus, les plus sensés, les plus logiques, qui vous les retrouvent. Il y a un truc en fichier Python qui existe aussi, je le mettrai, je communiquerai au travers de Patrick pour qu'il vous le mette avec, ou on mettra sur notre GitHub, du FS, mais, ou le lien du GitHub qui est fait, mais je ne sais plus s'il l'a mis en open source, peu importe. Mais le but du jeu, c'est que derrière, il y a des moyens de trouver les hash qui vous permet évidemment que quand vous trouvez les hash, ben vous avez le type de hash, vous avez l'algorithme possible qui permettrait éventuellement de dire attends, toi je vais te brute forcer de cette manière, ou je sais que cette wordlist peut être faite, donc ça peut être intéressant. Ensuite, pour vous protéger, mon avatar au boulot, mon Cripo. Alors c'est simple, vous tapez juste Cripo, C-R-Y-P-O, UA ou MS ou IN, peu importe, enfin vous aurez le lien de toute façon sur le plan. Cripo, c'est des Russes. Hein. C'est normal, Poutine il accepte tout, lui il est cool. Évidemment, et comme vous pouvez le constater, ils vous ont fait un petit joujou sympa. Le joujou sympa, c'est l'intégralité des stream conversions, des encrypteurs conversion, donc avec évidemment, vous voyez, tiens, hop, qu'il y a les archives code. C'est marrant ce que je vous parlais, le Morse. Oh. Les RC4, les encodes, alors il y a des choses qui sont in one way, il y a des choses qui sont réversibles. Donc BAS64, les Megan 35, est-ce que vous voulez aller dans les AS15, qui est un système d'encodage et d'encryption japonais, très sympa. Vous avez aussi des trucs grecs, vous avez des choses évidemment, parce que plus vous mélangez les systèmes cyrilliques ou autres faits, je ne vois pas pourquoi on garderait nos cryptages purement latin ou anglo-saxon. Allez déjà dans des choses que vous n'arrivez même pas déjà à lire en mode normal. Vous imaginez avec du cryptage, je vous laisse deviner que c'est quand même compliqué à décrypter. Donc vous voyez, il a de quoi. Hein. Et puis avec des phrases, il vous génère les passwords. Donc je vous invite vraiment, c'est un super outil qui vous permet tout de suite d'aller, pas vous enquiquiner. Alors, ça ne permet pas non plus de craquer, hein. Il n'y a pas de truc au complet, mais ça vous permet de vous faire. Par contre, vous connaissez tous DuckDuckGo qui est un proxy moteur. Je vous rappelle, c'est que un proxy, hein. Si vous voulez un autre moteur que Google, Bing ou Yahoo, qui sont que ces trois-là qui ont des clustering et tout le bordel, c'est Quant, Q-W-A-N-T, qui est le seul moteur autonome hors Google et de ces trois autres, enfin. Ça aussi, c'est un des trucs que je rêve longtemps au Hackfest, c'est de dire est-ce que je peux vivre sans Google à aujourd'hui, mais ça, on en parlera. Le but du jeu, c'est que Quant à aujourd'hui a son seul moteur autonome. Les autres, Duke, tous les autres sont des proxys, utilisent le fait API, vous dites oui, ok, ils sont absolument géniaux, ils sont open source, ils sont tout ce que vous voulez, mais ils récupèrent tout ce que donnent les autres en même temps, ils nettoient un peu, mais Duke particulièrement, moi ce que je les adore, c'est qu'ils ont créé Duke Hack. Alors Duke Hack, évidemment, ils ne se sont pas mis à se dire salut les gars, on va mettre à faire du hacking, parce que sinon ils se seront fait casser par leurs gens qui leur donnent de l'argent. Mais on peut hacker Duke en fait. Donc au lieu de faire comme les fameux Google Docs, que vous devez sûrement peut-être connaître, ou de faire les points, ils ont ce qu'on appelle, ou les bangs, ils ont les bangs, comme les points d'exclamation, on cherche un truc, et tous les sites internet, il y en a plus de 8300 d'ailleurs de réfléchissonnés. Si vous dites, je sais pas moi, dans Amazon, Bang, Amazon, donc AWS, espace, tout ce qui est Bank of Send, il va vous faire tout un truc avec listing et compagnie. Donc, il y a des gens qui ont évidemment, donc c'est toute une web API, c'est tout un API, toute une possibilité. Mais pourquoi je vous en parle? C'est qu'évidemment, les gars ont généré beaucoup de choses sur la partie sécurité. Donc, sur la partie sécurité, je peux faire évidemment password, allez, strong, 15 caractères. Et là, quand je fais password, strong, 15 caractères.
Pas la peine de s'emmerder, pas la peine d'aller chercher autre chose, pas la peine d'aller trouver les trucs. Il va vous faire en average, il va vous faire en week, il va vous faire, donc vous avez toute une doc, hein, machin. Alors, la même chose pour MD5, la même chose pour tout ce que je viens de vous parler ce soir, à part les algorithmes de Cypherblock, mais presque tout ce qui est en encodage, en MD5, en URL, en HTML, en gestion d'offuscation et compagnie, DukeDukeHack sait le faire en ligne de commande et en ligne comme ça, évidemment, à parler. C'est quand même super intéressant et en même temps, ça permet de gagner un peu de temps pour le faire. Voilà, donc de là-dessus, je vous ai évidemment mis les liens en même temps. Donc crackstation.net, c'est une merveille de base si vous voulez vraiment reprendre tout ce qu'on a vu ce soir et compagnie, et il va vous permettre de faire pas mal de points. Je vous ai mis DukeDukeHack, je vous ai mis Cripo, je vous ai mis QuickHash aussi, les MD5 de hashing, le online. Sunline et Biotiffer, c'est pour nettoyer des JavaScript paquets ou offusqués. Parce qu'il fallait aussi que je vous aide aussi peut-être à unpacker vos JavaScript ou vos VBScript. Les deux le font en même temps aussi. Ce qui permet de gagner un petit peu de temps. Évidemment, vous ajoutez dans votre calendrier sur Patrick Moretu. Vu le monde qu'on est ce soir, Patrick me bosse, après j'ai plus la bière. Donc là, Access 2016, hein, novembre 2016, venez en monde, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, comme je vous l'avais dit, CETEC Astronomie, ça peut être un anagramme, permutation, too many secrets. Merci beaucoup et belle soirée. Pour ceux qui s'intéressent, on va prendre une bière après, ça va être au Shack.